Salut à tous. Alors, nous sommes pour le quatrième épisode du podcast Mentalité martiale. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Alexis. Il va se présenter. C'est le coach, head coach plutôt de le club Gamma. Donc, voilà. Merci, et Alexis. Et puis, avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne Chaos Suisse pour suivre nos podcasts. Et voilà, et n'hésitez pas à le partager non plus. Donc, Alexis, je te laisse te présenter. Alors, salut Anderson, déjà merci beaucoup de me recevoir ce soir, c'est un vrai plaisir d'être là avec vous. Donc, moi je suis Alexis, donc comme Anderson disait, je suis le head coach et le manager de la salle Gamma à Genève. Et je suis également professeur dans une autre salle du club Yamabushi à Genève. Donc, j'ai 46 ans, je suis d'origine espagnole. Voilà, mais j'ai grandi à Genève. J'ai un petit peu voyagé. Je suis un peu sorti de Genève, mais principalement j'ai été ici. Et donc voilà, j'ai 46 ans, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans les sports de combat. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique. Voilà, j'ai pas baigné uniquement dans les sports de combat depuis que je suis petit. Je suis vraiment tombé fou amoureux des sports de combat et puis je suis un passionné de ça du moment où j'ai goûté, un peu plus tard, quoi, vers 26 ans. Et puis, et puis voilà, en gros, c'est un peu mon parcours de vie. J'ai un enfant aussi, mais je suis un enfant de la région, voilà. Ok, donc c'est cool. Je pense déjà c'est un bon message. Ça montre qu'il n'y a pas de l'âge pour commencer. Et je pense que pendant la conversation, tu vas aussi parler des bienfaits que tu as eu avec le sport. Même si tu as commencé à 26 ans, peut-être que les gens qui vont voir vont dire, ouais, 26 ans, il est jeune encore. Exactement. Mais c'est vrai que moi, je commençais à 4 ans. Voilà, Tu vois? exactement. Et puis, je pense que jusqu'à 15 ans, ça va encore. Après, ça commence déjà, surtout si tu veux parler de la compétition, mais c'est jamais tard. Donc, Exactement. moi, dans mon club, j'ai des élèves qui ont 70 ans, Ouais, tu vois, et qui font exactement. du JB, donc c'est super. C'est jamais trop tard. Aujourd'hui, j'ai un petit parcours qui est le mien, qui est pas, c'est rien d'extraordinaire pour l'instant, mais on essaye de construire. Et voilà, ouais, j'ai commencé. Quelqu'un pourrait en Thaïlande, les gens ils finissent leur carrière à 26 ans. Moi, j'ai commencé à 26 ans. Ça m'a pas empêché de faire de la compétition, ça m'a pas empêché de monter sur le ring, aller dans la cage, faire mes combats de grappling à mon petit niveau, profiter et puis aujourd'hui de transmettre surtout, c'est le plus important. Ouais. C'est cool. Ouais. Donc, si tu peux nous expliquer un peu le schéma, comment tu as démarré, comme tu as commencé, je pense, par la boxe thaï. Si tu peux nous expliquer comment, voilà, le début jusque-là, comment tu es arrivé au MMA. Voilà, exactement. Alors, juste, j'ai fait un peu de judo, voilà, comme beaucoup de monde quand j'étais tout petit. Et puis après, j'ai eu un parcours de vie, voilà, complètement en dehors des tamis, de la cage, etc. J'ai commencé la boxe thaï il y a 20 ans en arrière, à 25-26 ans. Et puis j'ai vraiment tout de suite accroché, en fait. Il faut savoir qu'à l'époque où moi j'étais adolescent, où j'étais jeune, comme tu sais, bah voilà, il y avait beaucoup moins d'opportunités. Genève, c'était pas du tout développé. Mhm. À part quelques-uns, comme on disait tout à l'heure, mon professeur qui a accroché au jiu-jitsu brésilien, mais c'était des pionniers ici à Genève. Il n'y avait vraiment rien. Du coup, il y avait le judo, il y avait le karaté. Et puis sinon, c'était un peu compliqué. Un peu de kickboxing aussi. Et donc moi, j'étais dans le foot. Voilà, j'ai fait beaucoup de foot. J'ai fait beaucoup de bêtises. Je ne vais pas le cacher aussi. Ouais, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'étais pas mature et j'avais pas du tout un entourage qui était martial ou qui était dans les sports de combat. J'avais un entourage qui était totalement différent, qui était plus dans la fête. Bon, c'est des gens que j'ai dans mon cœur et les amis que j'avais de l'époque, les vrais amis, je les ai toujours. C'est juste qu'avec les gens que j'ai grandi, on n'avait pas ça. Et donc moi, après, dans mon parcours de vie et tout, je sentais quand même que j'avais des cicatrices, j'avais des choses, j'avais besoin d'extérioriser. Je sentais qu'il y avait de la violence quand même. Et puis voilà, j'ai fait le pas assez tard. Mais par contre, j'ai accroché, adoré. Voilà. Et du coup, bah voilà, boxe thaïlandaise au début. J'ai fait. Si j'ai pas de bêtises, tu as commencé chez Rémi à l'époque. Voilà, j'ai commencé à vivre. Je me suis entraîné aussi chez lui quand Ouais. je me préparais pour les Ils combats avaient des des mains. grands champions, il y Ouais. avait des grands champions à l'époque. Donc voilà, je me suis entraîné là-bas. Je me suis entraîné un petit peu à l'Académie des Charmy. Je me suis entraîné avec des gens, voilà, comme on faisait à l'époque aussi dans les parcs, dans les caves, voilà. Mhm. Mais j'ai vraiment croché sur le pied-point. Ensuite, il y a eu cette vague qui a commencé avec le MMA. Ça avait déjà commencé, hein, mais ça commençait à faire un peu plus de bruit. Et puis, euh, et puis ouais, j'ai été attiré tout de suite par le MMA. Donc du coup, un ami à moi, avec qui je faisais de la boxe thaï, m'a proposé d'aller dans un club. C'était un club qui s'appelait Europe Top Team. C'était une toute petite salle au Paquis.
Et donc voilà, on a passé la porte les deux. Et c'était ouais, c'était différent, on va dire. Déjà, l'entraînement est très, très dur. Le professeur, c'était Moïse Rimbon, qui était un pionnier en France, qui était vraiment un grand combattant, Ouais. qui combat toujours en Thaïlande, d'après ce que j'ai compris. Ouais, je ne sais pas s'il est en Thaïlande, s'il est à Dubaï. Ouais. Je le connais très bien, donc comme on a discuté avant. Donc, mon premier combat de MMA, je fais avec lui, on était dans le même coin. Parce qu'à un moment, on avait fait une équipe à Genève qui s'appelait Swiss Top Fighter. Et lui, il est venu aussi jouant de l'équipe. Ok. Et j'ai toujours une bonne connexion avec lui. Ouais, Et ça c'était fait, ouais, je crois que c'était tout de suite après le Covid. Il est venu à Genève, on s'est vu, on a mangé ensemble et ouais, tout. ouais. Donc c'est, C'était voilà. un personnage et puis c'était un très bon combattant. Il a Oui, combattu un des frères Nogueira, il a et, combattu et Overeem, Overeem, ouais. il avait combattu. Et une fois, il m'a dit que le seul regret qu'il avait dans sa carrière, c'est qu'il a tombé avec tous ces gars un peu trop tôt. Ouais. Mais je pense il voulait combattre. Mais, Ah, si lui, je mettais, il ouais, combattait n'importe qui. Ouais, 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 il combattait n'importe qui. Ses entraînements étaient extrêmement durs, donc du coup, ça m'a changé. C'est vrai que c'était dur, hein. C'était vraiment dur à l'ancienne. Lui-même, il disait qu'il avait des entraînements durs. Il y avait tous les jours des gens qui passaient la porte et il y avait tous les jours des gens qui revenaient plus. Et pour la petite histoire, la personne qui m'a amené là-bas, si elle me voit, elle se reconnaîtra. Elle m'a dit, ouais, il faut qu'on essaye et tout. Je dis, bah, vas-y, on y va. Moi, j'avais envie, hein. J'avais envie de voir des choses, j'avais envie de faire de la lutte, d'aller au sol, etc. Et puis cette personne, bah, en fait, le lendemain, j'ai appelé, téléphone éteint. Le surlendemain, pareil. En fait, non. Puis après, plus de moi, j'ai nouvelles. continué. Ouais, plus de nouvelles. Puis après, moi, j'ai continué, ouais. Et Donc, lui, il a continué la boxe taille et tout. Et puis voilà, j'ai continué à faire du pied-point, etc. Mais bon, zéro niveau au sol, zéro niveau en lutte, donc j'ai ramassé, clairement. Mais après, ça forge le mental aussi. c'est Ça forge clair. le mental. Et c'est à quel moment que tu as commencé le JB, le jiu-jitsu brésilien? Voilà, et bah ça, justement, C'était tout de suite après que tu avais non, commencé le MMA ou ça a pris un non. peu de Alors temps? là-bas, chez Moïse, il y avait une partie sol. À un moment, il y a eu un vrai coach brésilien qui est venu faire du JJB, etc. Et puis on faisait toute une partie de grappling, etc. et tout. Mais moi, j'étais pas. Si je pouvais éviter d'aller au sol, j'aimais bien le striking. Mais à force de ramasser des raclés, faut appeler un chat un chat. Mhm. À force de ramasser des raclés, on est obligé de se mettre dans l'inconfort. C'est obligé. Ouais, c'est clair. C'est Voilà. sûr, on est là, on fait un sport où le JJB représente 30 à 40% minimum du combat en MMA. Au bout d'un moment, on peut plus être on doit sortir de sa zone de confort. Et puis aujourd'hui, c'est ce que je préfère, tu vois. Comme quoi, Mhm. après avec l'âge aussi, c'est plus cool le JJB. Ouais, c'est sûr. Striking, ça va vite. Ouais, c'est clair. Donc ouais, ouais. Et, Donc après, voilà, je passais JJB après. Plus tard, j'ai mis le kimono. et comment tu as démarré chez qui? Pour quelles raisons? Comment ça a été? Tu as commencé directement le JB ou tu as fait un peu nogi? Parce que des fois, les gars, les combattants de MMA, Ouais, c'est, ils ne veulent pas tous mettre le kimono. non, Pour eux, dans leur tête, ouais, j'ai pas besoin, je combats en nogi, j'ai pas besoin. Bon, ouais, chez moi, tous mes combattants de MMA, ils ouais, font du JB. ouais, Tu vois, ils font beaucoup de grappling. Certaines périodes avant le combat, ils font plus de grappling que de JB. Mais pour moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi au Brésil. À longtemps en bien arrière, sûr, c'est là où on va vraiment travailler la technique. bien sûr. Du coup, c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Est-ce que tu as Non, mais commencé ça, directement au grappling ou tu as mis déjà le kimono? c'est un super bon point parce que moi, avec mes élèves, j'insiste aussi que c'est toujours bien d'aller faire du kimono. Déjà, bon, on marque les positions, Ah oui, c'est clair. voilà, Hein. on travaille beaucoup plus la défense. Tu as un mec qui est dans le kimono qui a ton dos et il peut rester là 4 5 minutes. En grappling, c'est peut-être plus, c'est aussi difficile s'il il met un body triangle et tout de sortir, etc. Mais ça va quand même, tu as plus de facilité à sortir des positions. Mhm. En kimono, ça te force vraiment à être dans des positions qui sont Ouais. Après, inconfortables. on ne sommes pas obligés d'être tous d'accord. Et beaucoup de professeurs disent que non. Ouais, Mais pour moi, c'est là où on va travailler plus la juste, c'est avec le kimono. les fondamentaux. Tu vois, c'est là où on va ajuster vraiment les positions. Après, c'est clair qu'il faut s'adapter pour le grappling, encore pour le MMA. Bien sûr. Par exemple, même tous mes gars qui font du MMA, ils viennent au JB. Ouais, ouais. Après, certaines périodes, ils font plus de grappling. Quand ça approche des combats, ils font plus de nogi que JB, sans compter les autres moments de MMA, du striking, tout ça. Mais pour moi, c'est important. Ouais, Et donc, moi, je trouve super important aussi. J'essaye de toujours leur dire d'aller tourner en kimono. Nous, à Gamma, on n'a pas, parce que voilà, on a un plage horaire qui sont toutes complètes. Donc, on a du grappling, on a mhm, du MMA striking, du MMA lutte, et puis on a de la boxe anglaise.
Donc on n'a pas, mais on est avec le Yamabushi, on peut aller tourner dans les clubs en kimono. Et donc la transition, Jiu-Jitsu traditionnel, ça fait plus tard. J'ai continué à faire du grappling MMA. Donc pendant un moment, tu n'as pas mis le kimono tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit, je connais un peu l'histoire. Un bon moment, Ouais. ouais. J'ai commencé à mettre le kimono tard déjà, j'étais à la MA déjà. Bien plus tard, à l'époque tout au début quand la MA elle a ouvert, je suis parti là-bas, au Paki. Et puis là, il y a eu un vrai prof de jiu-jitsu brésilien qui est arrivé. Il y avait un Brésilien d'abord. Ensuite, ensuite c'est là que Luciano, mon coach d'aujourd'hui, mon professeur d'aujourd'hui, il est arrivé. Puis depuis ce jour-là, je suis avec lui. Mais là, j'ai recommencé tout. Ceinture blanche, j'ai tout fait. Alors, j'avais déjà fait du MMA, du grappling, etc. Et là, ça remonte à mon premier kimono il y a 8 ans en arrière. Donc, je suis ceinture marron aujourd'hui. Ceinture marron, je ok. fais mes classes normales. Mhm. Je suis ceinture marron aujourd'hui en kimono. J'ai commencé de zéro il y a 8 ans en arrière. Ok, parfait. Ouais. Et tu peux nous parler un peu plus de ton travail dans le club Gamma? Ouais, bien Est-ce sûr. que, si j'ai bien compris, tu es le head coach, Mhm. aussi coach de grappling. Donc, tu peux juste nous Oui, expliquer. bien Et sûr. si aussi tu as des coachs qui travaillent avec toi aussi, Ouais, oui, bien sûr. comment, Ouais. comment vous faites la Alors, division, tout ouais, ça? alors Gamma, alors on est un club tout jeune, on vient de fêter 3 ans. Donc on a ouvert il y a 3 ans, on est situé au quartier de l'Étang, le nouveau quartier qui est ouvert là-bas, au plein milieu du quartier, dans l'école. Et donc bah, tu es déjà venu, on organise des choses, on a une cage, on s'entraîne dans la cage, une Mhm. cage de taille professionnelle. Et puis moi je suis le head coach parce que j'ai une personne qui travaille avec moi qui s'appelle Simba, qui lui s'occupe de tout ce qui est conditions physiques et tout ce qui est striking. Lui, c'est un combattant, Simba Philippe, c'est un combattant actif en pied-point. Et en même temps, il est préparateur physique. Il a fait ses classes, etc., son diplôme. Donc lui, il travaille avec moi. Et puis en même temps, je suis manager aussi de Gamma, parce qu'on est en mode associatif là-bas. Donc je suis avec Karl Emery, c'est lui qui a tout fondé, Karl Emery, qui a les clubs du Yamabushi, et Olivier aussi Green, qui est partenaire avec lui, qui ont plusieurs clubs Yamabushi. Et ils ont, avec moi comme troisième personne, il faut qu'on soit 3 dans l'association, on a fondé Gamma. Et puis, mais là, on est vraiment que en mode associatif. Moi, je m'occupe de tout ce qui est MMA et tout ce qui est grappling jiu-jitsu. Ok. Ensuite, je gère le club, l'entité, Gamma, et en même temps, je suis head coach parce qu'on a plusieurs coachs qui préparent les combattants. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est là. On a une bonne quinzaine de combattants amateurs actifs. Ok. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que des amateurs. Alors, on a 2 combattants pro, mais c'est en pied-point. Un pro et un semi-pro. Ok. Mais en MMA, on n'a que de l'amateur pour l'instant. Ok. Ouais. Ouais, je connais déjà ce travail, je suis un peu de ces jeunes. Et quel est ton but, quel est ton objectif avec ces jeunes, avec cette nouvelle équipe, là, c'est Ouais, 3 ans. tout à Donc fait. je pense que même au niveau là, ils sont jeunes, certains, j'ai déjà vu. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses, comment tu vois le futur avec eux? Bah moi, je pense que le futur, il est brillant, quoi. Moi, je pense que les étoiles, elles sont bien alignées parce qu'on a réussi à. Je pense qu'on a réussi à créer un groupe, on a réussi à créer une cohésion. Et ça, c'est grâce aux gens qui travaillent avec moi. Comme je disais tout à l'heure, Simba Philippe qui s'occupe du pied-point, de la préparation physique. Et j'ai des élèves à moi qui sont devenus aussi coach ou assistant coach. Et on fait un peu grandir l'équipe tous ensemble. Et je pense que les étoiles sont alignées parce que déjà, on a une équipe qui est très jeune, qui est super motivée. Et je suis désolé pour te couper, mais la plupart, ils ont commencé à zéro avec toi, ou certains, ils sont venus déjà Ouais. de notre sport de combat. Alors ouais, c'est une super question. La majorité, ils ont commencé zéro, de quasiment zéro. Et après, il y en a Je pense quelques. que ça c'est très bien parce que Ouais. tu peux vraiment mettre ton identité avec eux. Tu peux mettre la philosophie de ton travail Je avec eux. trouve aussi, ouais. Je Ça, trouve c'est. aussi, ouais. Et puis après, ce qui est magnifique, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont commencé ensemble. Donc au début, il y avait, tu connais mieux que moi, hein, mais il n'y avait pas de groupe. Aujourd'hui, il y a une cohésion. Moi, je les vois, ils se voient à l'extérieur. Enfin, ils progressent ensemble, ils sont devenus amis, etc. Je sens qu'il y a quelque chose qui a pris en fait. Tu le sens. Hmm. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a un truc qui a pris. Au début, c'est difficile parce que tout le monde, c'est des satellites, un peu de chacun de son côté. Et Ouais, aujourd'hui, je vois, là, il y a une semaine, on était à Martigny. J'ai un de mes gars, il a combattu en semi-pro. On est monté à 25.
Ouais, On est super. monté à 25, tout le monde a suivi. Les mecs, ils ont payé leur billet de train, ils sont pas partis en train, hein. Parce que moi, j'ai dû aller le jour d'avant. Pour la peser, j'ai dormi sur place. Sinon, moi, je les prends en voiture, etc. Ils prennent le train. Et je pense que là, je sens qu'il y a un truc après. Et Alors après, Anderson, c'est comme moi que tout peut arriver très vite, hein. Moi, je me fais pas non plus d'illusions. Aujourd'hui, il y a ça, demain, il n'y a rien. Mais Ouais, c'est clair. voilà. Pour Et l'instant. puis, quand tu dis qu'on parle de jeunes, la moyenne, c'est quel âge ils ont à peu près? Alors, nous, avec les adultes, je les prends à partir de 15 ans. Mais je parle plutôt de ces jeunes, Les des compétiteurs. compétiteurs. Alors, ça va entre 17, parce que là, ils ont grandi, hein. Ceux que j'avais à 15 ans, ils ont commencé à faire les premiers open cage, j'avais 15-16 ans. Mhm. Là, j'en ai certains, ils ont 18 ans, ils ont encore 17 ans, ils ont 5-6 combats en MMA amateur déjà. À Ok. 17 ans, tu vois. Ah, ça, c'est Et cool. ouais, c'est plutôt cool. Et sinon, ça va jusqu'à, franchement, les mecs actifs, puis ceux qui ont du potentiel, ça monte à 24. Ah, c'est super. Je Ouais. pense que donc ça, c'est l'idée aussi de notre podcast, donc mentalité martiale. C'est justement donner des exemples, surtout pour les jeunes. Et je suis sûr que je ne connais pas tous, certains je connais, mais non, pas, voilà, pas mieux que toi. Mais ça, c'est un exemple. Ce sont des jeunes qui ont commencé à 15 ans, 16 ans, 17 ans. On sait que c'est l'âge un peu dangereux, on va dire comme ça. Exactement, ouais. Et puis, sûrement, certains, ils ont fait des bêtises avant, Bien comme sûr. tout le monde. Et ça peut vraiment changer le schéma. Ça, c'est cool. Bah, Ça, c'est c'est vraiment génial, cool. mais c'est un très bon point que tu touches parce que c'est vraiment. Moi, c'est un truc qui me fait. D'aujourd'hui, je suis au cœur parce que quand je sais que les jeunes, ils sont. En plus, tu as vu, nous, on est à Quartier de l'Étang, on est à côté. On n'est pas au Brésil ni à New York, mais on est au Quartier de l'Étang, à côté, il y a le Lignon, à côté, il y a l'Avanchais. Mhm. Tu vois, quand je vois les gamins, ils ont 15 ans, au lieu d'être en bas des Avanchais ou en bas des Lignons, et puis qui sont à Montcourt, et puis qui m'envoient des messages, et puis qui sont motivés, et puis qui. Tu vois, des fois Ah, c'est un peu dur pour payer, on essaie de voir comment on peut s'arranger, etc. Tu vois que les mecs qui sont motivés, c'est un truc que moi en tout cas j'aime beaucoup, quoi. non, c'est clair. Ouais, ça, c'est... Et surtout, dans la société qu'on vit aujourd'hui, donc les choses changent, les jeunes font de plus en plus de bêtises, Exact. et puis c'est super. Ok, Ouais, ouais, bravo, carrément. et puis c'est Bah, cool. merci en tout cas. Ouais, ouais. Sinon, Alexis, tu peux juste nous parler un peu plus par rapport à ton passé. Je sais que tu fais encore, je pense, je dis pas de bêtises, des compétitions grappling, JB. Tu as fait des combats de boxe thaï, je crois que tu as fait en Thaïlande. Qu'est-ce que Ouais, tu as fait comme ouais, compétition aussi? moi j'ai un petit, comme j'ai commencé un peu tard, j'ai un petit parcours en compétition, mais on va dire ce qui est bien, c'est que j'ai touché à tout. À tout, on va dire. J'ai pas combattu en boxe anglaise, mais j'ai combattu en boxe thaï, en MMA, et puis beaucoup en grappling et en jiu-jitsu. Et voilà, en pied-point, j'ai un peu moins d'une dizaine de combats. J'ai fait la Thaïlande 2 fois, 3 fois j'ai fait la Thaïlande. Et puis voilà, des petits galas. À l'époque, c'était plus des galas, tu vois. Des petites compétitions aussi, tu sais, interdisciplinaires avec plusieurs disciplines. Et puis après, beaucoup de combats en grappling, en jiu-jitsu. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pas une grande carrière du fait de mon parcours et puis du fait que j'ai commencé tard, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'envoie mes gars dans une cage ou dans un ring ou où que ce soit, je sais quand même la sensation que ça fait. Ah, Je c'est sais que sûr. c'est pas de la rigolade, il faut pas prendre à la légère. Moi, je dis toujours, même pour mes enfants, ça ne veut pas dire qu'un grand champion, il va être un grand coach. Mais pour moi, c'est important que le coach, il ait un vécu C'est dans la normal, compétition. un petit peu, bien sûr. Tu vois, donc ça, Mm. ça c'est important pour moi. Il y a des coachs de foot, des fois, qui n'ont pas, ils n'étaient pas très forts, même presque pas joué. Ouais. Ça peut arriver. Mais si on voit aussi les plus forts, ils ont l'expérience sur le Des terrain. fois, tu as des exceptions, mais vraiment Ouais. comme. Et dans le sport de combat, c'est Ouais, pareil c'est aussi. très rare, mais ça peut arriver, mais Parce c'est qu'il vraiment très très rare. y a toujours la distance entre la théorie et la pratique. Moi, Anderson, je suis quelqu'un, je crois beaucoup dans le mental et je crois beaucoup dans la motivation par les mots, par la présence rassurée, etc. Et après, tu sais comment tu sais mieux que moi, mais les profils, ils sont tellement différents. Mhm. T'as un mec, moi j'ai des gars à moi, il faut les calmer. Parce que tu lui dis tu vas affronter John Jones demain, il y va. Il va dire oui, t'inquiète, j'arrive. Mhm. C'est des têtes brûlées. Donc tu dois approcher différemment. Et t'en as d'autres qui sont très doués, mais tu sens qu'il faut les rassurer, mais il ne faut pas trop leur montrer que tu les rassures non plus. C'est pas ton enfant, tu vois. Mhm. Il ne faut pas qu'ils le voient, mais il faut qu'ils se sentent rassurés par un message, par ci, par ça, par essayer de comprendre. Et puis après, si tu n'as vraiment jamais, jamais, jamais vu ça, bah, tu ne sais pas ce que c'est une perte de poids, tu ne sais pas ce que c'est le stress de monter
dans un ring ou d'aller sur un tatami. Je pense qu'il faut. Il n'y a pas besoin de Ouais, faire c'est la clair. carrière. Et souvent, on dit que même les plus grandes carrières, ce pas forcément les meilleurs coachs. Mais c'est vrai. Mais bon, enfin, mais moi, je suis d'accord avec toi, il faut quand même avoir senti. Parce que c'est pas de la rigolade, c'est pas aller jouer le foot le dimanche. Ouais. Vu que tu as parlé de mental, donc comment tu gères la pression, surtout que tu as une équipe de jeunes? Tu vois, moi aussi j'ai des jeunes, mais j'ai déjà des gars avec un peu plus. Donc, Plus d'expérience. voilà, Hein. comme par exemple Saïd, Bien donc sûr. voilà, il peut presque combattre sans moi, mais après, il y a toujours une connexion qui c'est importante aussi, des fois. Mais comment tu gères surtout la pression sur les jeunes comme ça, tu vois, parce qu'il il existe une pression naturelle. Bien Même sûr. si tu dis quoi, faut que tu gagnes, tu ne mets pas la pression qu'il sera obligé de gagner, mais il y a une pression, des fois même la famille, des copains, aujourd'hui les médias, tout le monde sait, si tu vas monter dans la cage, sur le ring, va monter dans la cage, tu as pris un KO, ça va tourner par tout le monde. Donc il y a toute une pression. C'est toute une pression maintenant. Comment tu fais pour gérer ça avec, et surtout ton équipe, c'est une équipe des jeunes, comment tu fais pour gérer ça? Moi, la première chose déjà, qui est le plus importante déjà pour moi, et ce qui est une des choses les plus difficiles, c'est déjà de réussir à t'adapter à l'élève que tu as en face, au combattant que tu as en face. Parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment de tout type de combattants différents et l'approche elle doit être différente. Après, par rapport au stress, et puis ils l'ont tous, même le tête brûlée, même Ouais, s'il l'a ça pas, c'est c'est que c'est sûr. un Ouais. psychopathe. C'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas dans sa tête. Il l'a, mais il va l'avoir différemment. Lui, il va peut-être falloir le canaliser. Déjà, moi j'insiste sur le fait que si le travail il est fait, déjà en amont, si le mec il est ultra préparé déjà physiquement, mentalement, s'il voit que son équipe elle est derrière, s'il voit que son coach il est derrière, moi tu m'envoies un message 3h du matin, je te réponds. Je sais que c'est pas forcément la bonne approche, mais si je suis debout et mon élève m'envoie un message 3h du matin, m'appelle, je lui réponds. Donc tu vois déjà le fait de savoir que tu es là et puis que tu as fait le taf surtout, si tu as fait le boulot, ça pour moi ça t'enlève déjà la moitié. Parce que moi j'ai fait des compètes où j'étais pas préparé et c'est la pire sensation qui peut arriver. Déjà Ouais, t'es pas préparé parce que ton coach. Non, je comprends pas. Des fois, j'ai certains élèves, ils veulent combattre, sans JB, grappling, Ouais. et encore pire, en MMA, Ouais. parce que là, Ah là, elle va avoir des c'est dégâts, dangereux, ouais. mais ils veulent pas se préparer. On a tous. Moi, de mon côté, quand j'étais compétiteur, je ne peux pas utiliser ça comme excuse. Ah, j'ai pas pu me préparer. Si j'ai perdu, c'était ma faute, le gars était plus fort, mais tous les tournois, je me suis préparé comme un fou. Préparé. Tu vois, mais il y en a T'imagines qui sont comme ça. t'imagines le poids que tu as sur les épaules, parce qu'au final, toi, au fond de toi, tu sais que tu n'as pas été préparé. Ouais, Tu vois ça, Il n'y a pas besoin que ton coach il le dise. Parce que toi, le jour, ouais, c'est clair. tu vas faire le malin, mais quand tu vas arriver dedans et que ça va fermer, Mhm. tu sais que tu n'as pas fait le boulot. Et déjà, cette pression-là, c'est une pression qui est énorme. Et déjà, si tu arrives à t'enlever ça, parce que tu as une équipe derrière, tu as un coach qui est derrière toi, tu as un mec qui te pousse. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Quelle stratégie tu utilises? Juste pour donner un exemple, à mes gars, moi j'ai dit, écoutez, si on est là ce soir, c'est parce que vous avez envie. Personne n'est obligé. Exactement. Donc ça, c'est déjà la première chose. Première chose. Et maintenant, la motivation, la joie est d'être plus grande, de dépasser la pression. Bien sûr. Tu vois, c'est un moment de fête. Tu te prépares. Au moment que tu vas rentrer dans la cage, tu vas aller dans le ring, monter sur le ring, au moment que tu marches, tu dois être content. Ouais, ouais. Malgré la ouais. pression. Si tu n'es pas content, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est... Exactement. Voilà. Tu vois, donc ça, Et c'est quelque chose que en moi, fait, pour arriver à ce niveau de plénitude, on va dire, il faut que tu fasses un travail énorme derrière. Énorme derrière. Et après, voilà, moi j'essaie de rassurer, mais je ne mens pas. Je ne vais pas commencer à lui inventer, ouais, t'es le meilleur, ou t'es ci, ou... Mais par contre, ouais, j'essaie de rassurer, mais j'essaie de mettre en avant les points sur lesquels il sait qu'il est fort, sur lesquels il sait qu'il a travaillé dur. Peut-être mettre les points et se dire, voilà, rappelle-toi la dernière fois, ça allait pas là. Regarde maintenant comment tu as progressé. Regarde maintenant. Entre la dernière fois et maintenant, tu es deux personnes différentes. Tu es beaucoup meilleur. J'essaie de mettre en avant. Mais sans exagérer, sans mentir, parce que ça sert à rien de mentir. Non, c'est clair, ouais, ça va pas marcher. Ça sert à rien de mentir. Ouais. Mais je vais appuyer sur les points où je sais qu'il a fait du bien. Parce que le côté psychologique, il est très, très, très important. Il faut qu'il arrive en pure confiance. Parce que même en arrivant en pure confiance, ça se trouve, il va ramasser quand même. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est le jeu. Non, ça c'est le jeu. Et même quand même, surtout le MMA, Ouais, même c'est quand tout tu le MMA. gagnes, ça peut être compliqué. Ouais. Il n'y a pas d'égalité. Il y en a qui va gagner, qui va perdre, sauf que les Ou une conséquences, ça petite peut être... erreur. Ou un petit... Ouais, On c'est était clair. à Rome il y a 3 semaines en arrière pour un petit championnat multidiscipline.
Et puis j'ai un de mes élèves, là, lui il est très bon, il est 17 ans, il a déjà 4 combats, et il a perdu son premier combat là-bas à Rome. Il gagne les 3 rounds, Il tombe contre un mec de 30 et quelques, un Moldave. MMA, il gagne Milot. Il gagne le combat, il gagne les trois rounds. Mais vraiment easy, hein, technique et tout. Il tient, il était à distance, in-out, il rentre, il sort et tout. Et puis l'autre, il essaie de ramener au sol, il se prend à chaque fois. Et 20 secondes avant la fin, il prend un triangle. Ouais, ça. Et puis je suis là et je le vois. Je vois que le mec commence à monter avec ses jambes. Je dis, il me ferme, fini. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est les MMA, ça ne pardonne pas. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a un coach qui t'inspire, un coach d'MMA, je sais pas, qui tu as regardé, tu as dit, écoute, moi j'aime bien son style de travailler, donc j'aime bien ce gars, je voulais m'inspirer sur lui comme coach. Que ce soit un gars en Suisse. Aux États-Unis, il y en a tellement. Après, il y en a plein, même les noms comme ça, forcément, je ne les ai pas, mais tu vois les champions qu'ils ont fait et tout. Maintenant, s'il y en a qui me vient, un que j'aime bien, c'est Voirin, par exemple, en France. Parce que déjà, je trouve qu'il a ramené vraiment la boxe taille dans le MMA. Tu vois, ça touche quand il a pris Benoît à Saint-Denis. Vraiment, cette touche de boxe taille et tout, ça m'a plu. Parce que moi, c'est mon premier amour, c'est la boxe taille, tu vois. Et puis c'est vrai que la boxe taille, tu vois, tu regardes maintenant tous les gens qui maîtrisent la boxe taille, comme Oliveira, tu as vu comment. C'est des gens qui. Si tu as le jiu-jitsu et tu as la boxe taille, tu es très dangereux. Bien sûr, il faut la lutte, etc. Mais si tu regardes bien dernièrement, John Jones, il a beaucoup utilisé aussi les coudes. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien Vorin parce que lui, par exemple, il n'a jamais combattu en MMA. Il n'a jamais combattu en MMA, il n'a jamais fait de grappling, jamais fait de jiu-jitsu. Et c'est le head coach. Il a quand même monté bien Benoît Saint-Denis. Et puis d'autres gars. Et puis il a mis cette touche de boxe taille. Puis j'aime bien le personnage, il est un peu fou. J'ai vu un peu un reportage, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises, il était au Brésil, Il a vécu, par hasard. C'était par hasard, vacances, sa famille est partie. Une histoire comme ça. Il est passé devant un club de lutte livrée, la RFT. Il a proposé de faire des coups de boxe taille. C'est comme ça qu'il a démarré. Et après, tu vois, c'est exactement c'est ça. clair que c'est quelqu'un qui est intelligent. Ouais. Même s'il connaissait rien, grappling, lutte, il a vu comment il devait adapter la boxe taille. Et ça marchait. Et après, il a entraîné des grands champions. Il était aux États-Unis, chez Dan Henderson. Il a entraîné beaucoup déjà. Ouais, je pense. Et après, je pense un truc qui est important aussi, c'est que des fois, il y a deux choses pour moi pour voir si c'est un bon coach ou pas. Il y en a qui vont former des gars. Tu vois, il y a des coachs qui vont prendre des gars qui sont à zéro. Ils arrivent presque à zéro niveau. Ils ont déjà des connaissances dans notre sport. Et là, tu vas réussir à construire le mec jusqu'il va c'est ça qui est incroyable. au niveau. Ouais. Et des fois, ces gars, c'est des gars qui vont former, mais ils sont peut-être pas très forts pour la continuation. Il y a d'autres aussi qui ne savent pas former, Ouais, je vois ce que tu veux dire. mais dès qu'ils prennent des gars qui sont prêts, ils vont encore optimiser, tu vois, va arriver encore plus loin. Et pour moi, encore plus fort, c'est le gars qui arrive à faire les deux. On n'a pas beaucoup, Il faut mais vraiment avoir toutes les casquettes. voilà, c'est le gars qui arrive à former, qui continue, qui amène encore le gars le plus loin possible. Après, ça dépend aussi, je pense que... Après, ça dépend aussi de ton combattant. Ça dépend Parce que dès qu'il va devenir fort, et il va avoir des gens qui vont lui proposer des trucs. Machin. Ouais, Des fois, c'est le combattant qui t'abandonne. Toi, tu as fait de bon boulot, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, ça dépend aussi. Je pense que la première chose, il faut payer le prix et après, il faut le croire. On peut donner l'exemple de Topuria. Il a commencé à Alicante. Dans un tout petit club. Dans un petit club. Je connais bien, j'ai combattu avec son coach JB. J'ai entendu, Et puis, regarde où il est aujourd'hui. Tu vois. Et son coach est toujours là avec lui. Je pense que maintenant, il est de plus en plus il fait des camps. C'est Clement. Je crois qu'ils sont deux frères, je crois. Ouais, argentins, ils sont argentins. Argentins d'origine, ouais. Et puis, donc voilà, c'est ça que je dis à chaque fois. C'est pas impossible, parce que des fois, je suis à Genève ou je sais pas, en Suisse, mais c'est faisable. Mais il faut payer le prix. Dur, ouais. Après, le problème, je pense aussi, c'est la culture qu'on a aussi à Genève. Donc, on va profiter. Dis-moi, pour toi, quelle est la plus grande difficulté pour un combattant de MMA genevois, on va dire comme ça, pour pouvoir aller plus loin? Moi, la difficulté numéro 1, elle est très simple. C'est que le coût de la vie ici, il est extrêmement cher. Et puis pour pouvoir devenir combattant élite et puis combattre à très haut niveau, tu es obligé de consacrer énormément d'heures, c'est-à-dire 5-6 heures minimum par jour. Et puis le problème, c'est qu'il faut payer ton loyer suisse, il faut payer ton assurance maladie suisse, il faut payer
ton abonnement de train, etc., enfin ton bus, etc. Et le coût de la vie il est extrêmement cher. Moi, pour avoir fait la Thaïlande, j'ai parlé avec plein de gens qui venaient de plein de pays différents. Et puis, ils revenaient tous à la même chose. Ils disaient, nous, ici, en combattant une fois par mois, on peut vivre. Mhm. Mais en étant aux États-Unis ou en étant ailleurs, en Australie, je ne sais où, on est obligé d'avoir au minimum un travail à mi-temps. Mais en Suisse, c'est même pas à mi-temps. Ouais, 100%. Tu fais quoi avec un travail à mi-temps ici? Ouais, c'est Si tu clair. commences à jouer avec le système, etc., que moi je ne recommande pas, mais si tu commences à jouer avec le système, etc., tu peux peut-être t'en sortir. Et puis, Mhm. voilà. Mais si tu le fais vraiment sans jouer avec le système, etc., en étant, voulant devenir combattant élite, la Ouais. Suisse c'est très Non, compliqué. moi, je pense, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense aussi, au niveau de la culture aussi, les gens, ils ont peur de prendre le risque. On va imaginer demain, tu as un jeune chez toi qui a vraiment du potentiel. Mm. Et on va imaginer que leurs parents, ils disent, écoute, on va te soutenir. Donc tu vas continuer à faire des formations. Peut-être que tu as 18 ans, déjà fini l'école, tu vas arrêter, tu vas te consacrer même à maintenant. Ouais. C'est ton travail. Et nous, on va te mettre derrière. Peut-être que même le jeune, par rapport à la pression qui existe dans la société, il va dire, moi, si je rate ça, peut-être je vais rater ma vie, j'ai Tu pas vas eu de rater ma vie, diplôme. Tu vois, il y a exactement. cette pression aussi. Par exemple, au Brésil, après, souvent les combattants de MMA du Brésil, c'est des gars pauvres, donc ils n'ont pas le choix. Ouais, là, c'est pas le Ils choix. vont dire, écoute, je me lance. Mais certains gars, ils ont des bonnes conditions aussi. Des fois, on ne voit pas beaucoup, peut-être qu'ils ne parlent pas beaucoup, donc on Ouais. connaît plutôt l'histoire des pauvres, on Non, va dire comme c'est un ça. très bon point. C'est Mais, culturel, là. mais Mm. ils n'ont pas peur de dire, écoute, même si j'arrête 4 ans d'école où je pouvais faire l'université, je vais prendre le risque et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et ici, il y a un peu, tu vois, cette couture et que non, je Ouais. ne suis pas en train de non plus de démotiver les gens à abandonner Non, bien l'école pour sûr, faire ouais, non, ça. non. Mais même s'il y a une Ouais, condition, je pense que des fois, les gens, ils hésitent. ouais. Tu Mais ça, vois? c'est un très bon point. C'est exactement ça. En fait, c'est culturel. La Suisse, c'est pas un pays culturellement qui est de prendre des risques. Par exemple, aux États-Unis, c'est pareil. Ils aiment prendre des risques. Les Américains, tu as vu, hein, avant de monter une société qui fonctionne, ils font 4 fois faillite. Et ils recommencent, et ils recommencent. Mhm. Et puis ils te disent, ouais, maintenant je suis millionnaire, mais moi j'ai fait 7 fois faillite. Et Mhm. puis pourtant, c'est un pays qui a aucune sécurité, hein. Ouais. Tu te retrouves sans rien, tu es à la rue. Mais les mecs, ils continuent, ils essayent, ils essayent. C'est dans leur culture. Et effectivement, ici, moi, je pense en Suisse, tu as complètement raison. Il y a ce côté où on n'ose pas trop se lancer, on est dans le petit confort, on est machin, on se dit on va louper le train, Mhm. etc. Ouais, bah, Ok. moi, ouais, si j'avais été jeune puis j'avais eu cette opportunité, j'aurais bien voulu que. Ouais, c'est. Ça- Et puis, dis-moi, pourquoi tu as voulu être coach de MMA? Qu'est-ce qui t'a motivé? Donc, tu as eu ton parcours, tu as Ouais. fait, là, tu as démarré. Et c'était quoi? Ouais, moi, je- de manière générale, voilà, j'aime transmettre, depuis toujours, que ce soit dans le sport ou dans d'autres choses, hein. Puis après, j'aime les gens, j'aime beaucoup les gens et je suis quelqu'un qui aime être en contact avec tout type de personnes différentes. Moi, j'ai un autre boulot à côté qui n'a rien à voir. Ouais, Tu vois. j'allais te poser cette question. Ouais. Est-ce que tu vis de MMA ou tu travailles à côté aussi? Non, ouais, alors moi, j'ai toujours travaillé à côté. J'ai toujours travaillé à côté. Et puis aujourd'hui, je travaille dans une entreprise américaine. Je m'occupe d'une chaîne de distribution. Donc, c'est un travail de bureau. Et ça fait pareil, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Et ça, c'est mon gagne-pain. Mhm. C'est mon travail, on va dire gagne-pain. C'est pas que j'aime pas mon travail, je vais pas en marche arrière. Et après, j'ai mon deuxième travail, c'est ma passion, c'est le sport de combat. Mais oui, oui, j'ai un travail complètement différent. C'est pareil au bureau aussi, hein, je me suis mélangé bien avec tout le monde. Mais le fait de transmettre et puis d'être avec les gens, les jeunes, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Moi, j'ai loupé ma vocation, j'aurais bien travaillé dans le social. J'ai un élève là qui est dans le social et tout, je dis ouais, c'est super. Moi, j'aurais toujours voulu faire ça. J'ai loupé parce que j'ai pas fait d'études Mhm. et puis j'ai tout loupé en fait. Mais s'il y avait quelque chose qui m'aurait plu, j'aurais bien voulu travailler avec les jeunes. Donc déjà, ça se rapproche de ça. Donc il y a la passion du sport et ensuite Ah, le fait d'être social le avec les côté jeunes. Ouais. social, c'est très Les jeunes, important, j'adore. surtout avec les jeunes dans Ouais, le j'adore. sport, c'est voilà, Ouais, j'adore. c'est Ouais. clair. Et pour toi, c'est quoi le plus grand défi que tu as comme coach de MMA? Le plus grand défi que j'ai comme coach d'MMA. Bah alors, le plus grand défi que j'avais avant, que j'ai eu au début, c'était justement d'avoir une cohésion, de créer un groupe. Voilà, toi, tu as énormément d'expérience, tu sais qu'au début, c'est pas facile. Mhm. Tu as des gens qui Ça sera viennent. jamais facile.
Jamais. Tu auras des vagues. Toujours. Il y en a qui vont venir, il y en a qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Toujours, toujours. Ah, ça, c'est Et sûr. après, quand même, quand tu as un noyau, Mais c'est clair, surtout quand tu commences à zéro, il faut créer quelque chose pour pouvoir mettre la machine en route. c'est ça. C'est clair, ouais. Exactement ça. Et après, tu as un roulement. Ouais. Après, tu as toujours du turnover, des gens qui rentrent, qui sortent. Ah ouais, Et après, même dans le noyau dur, tu vas toujours perdre des gens. Mais voilà, moi, j'ai pas assez de recul comme toi pour voir ça. Mais j'imagine en fait que c'est un peu comme ça. Ah ouais, le plus important, c'est d'avoir un travail solide. Et ça, il y aura des générations, il y aura des vagues. Voilà, C'est ça ouais, fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ouais. Et puis après, bah, les défis, ouais, bah, les défis, des fois, c'est pas facile. Hein, tu sais, moi, je donne des cours tous les soirs. Tous les matins, je pars travailler à 8h30 du matin. 8h, 8h30. Je termine mon travail, je vais donner des cours jusqu'à 20h30, tous les soirs. Et maintenant, avec toutes ces compétitions, tu imagines bien que les week-ends. Ah, les week-ends, d'accord. Ouais. Tu sais mieux que moi, non? Ouais, Tu imagines bien que les week-ends maintenant. Et puis voilà, j'ai ma compagne de ouais. maintenant. Ça, c'est vrai que c'est un grand défi de pouvoir équilibrer la vie familiale avec la vie du sport, les combats, les week-ends, surtout les week-ends. Les week-ends, c'est le week-end. Le week-end passé, j'étais à Martigny. Ce samedi, il y a Dany le combat pour la ceinture suisse de Muay Thai. Tout le samedi, c'est 3 combats dans la journée. Donc on sera là-bas à 9h du matin, on va sortir, c'est 8h le soir. Ah. Bon, tu sais mieux que moi. Hein, mais... Et là, c'est à Genève ce samedi. Ouais, c'est jeudi, ça s'appelle Palladium. Ça s'appelle Palladium en face. Ah, ça, c'est encore moins pire, on va dire comme ça. Ça, c'est moins pire. La semaine avant, c'était Martigny. Souvent, on fait le Swiss Contender à Bâle. Tu vois, là, c'est 3 heures à chaque fois. Donc, ouais, et là, comme tu as une équipe des jeunes, mais bientôt, tu vas voir, tu vas partir ailleurs. C'est tout ce que je me souhaite. Ça va être encore. J'ai de la chance que je me suis bien entouré. J'ai le support aussi de Karl Emery, de Olivier Goering, qui aussi sont là, qui sont dans les clubs et puis qui sont les présidents de l'association. J'ai toujours leur soutien. J'ai une équipe maintenant. J'ai Simba, comme je t'ai dit, qui est tout le temps avec moi. Préparation physique, tout ce qui est P-point. J'ai, on va dire, les coachs assistants qui sont avec moi tout le temps, qui sont aussi des compétiteurs. Donc j'ai beaucoup de chance d'être bien entouré, quoi. Et puis c'est avec des gens que j'ai depuis le début. Et puis c'est top, ouais. Donc cool. On arrive à se libérer du temps un peu. Et puis, quel est le meilleur moment pour toi comme coach et le pire, le plus difficile comme coach jusqu'à présent? Voilà, c'était plus dur pour toi. Ouais. Et le meilleur? Peut-être après un tournoi, après une défaite, après une victoire, je ne sais pas. Et ouais. Aussi, comment tu te sens après la victoire d'un élève? Quelle est la sensation que tu as après la victoire d'un élève en MMA ou à la boxe thaï? Bien sûr, ouais. Le meilleur, celui-là, je dirais plus de manière globale, les meilleurs moments, c'est vraiment quand il y a la victoire et puis quand tu vois le gamin qui est super épanoui, qui est content, tu sais qu'il a travaillé super dur. Tu sais que tout le temps qu'il a mis à la salle, bah, il n'était pas avec les copains, il n'était pas en boîte de nuit, il n'était pas si ça, il a perdu du poids. Même si en amateur, on ne fait pas de coaching, tout ça, mais quand même, c'est un gros travail. C'est pas, voilà, moi, je donne l'exemple avec le foot, mais on a fait tous du foot, on va jouer le dimanche, et voilà. On fait 3 entraînements dans la semaine, c'est terminé. Les sports de combat, c'est quand même autre chose. Il y a un risque, il faut être préparé. Et puis que ces gamins-là, et puis que tu vois qu'ils sont vraiment, voilà, hyper contents. Moi, je suis hyper content pour eux. Ça, c'est plus de manière générale. Une fois, j'ai un souvenir un peu plus mauvais, c'est que j'ai fait une erreur de débutant, on va dire coach. J'ai un de mes élèves, qui est un de mes compétiteurs, qui devait être à un poids et il n'a pas été. Après un bon mois, il n'était pas au poids du tout. Et du coup, il m'a dit, c'était pour un open cage justement, et il m'a dit, bon, bah, c'est pas grave, tu me mets dans une catégorie du dessus et tout. Je dis, ah, déjà la catégorie où t'es, c'est limite. Je dis, la catégorie du dessus. Le mec, il arrive le jour de l'open cage, il fait encore 2 kilos de plus. Voilà. 1,5 kg. Il est passé au McDo à la veille. Là, il arrive avec, je dis, peut-être j'exagère, mais il avait en tout cas 1 kilo de plus. Et le mec, il était comme ça, il fallait qu'il mange en plus. Donc t'imagines déjà, le mec, mon élève, il est sur la catégorie du dessus déjà, qui n'est pas du tout la sienne. Le mec, il arrive, il est en cutting, je l'ai vu, il était comme ça, je peux manger, je peux boire. Il arrive, il se pèse, il est à 1 kilo de plus. Et moi, là, logiquement, je dois dire non, là, tout de suite. Mais moi, l'autre, c'est une bagarreur, tu sais. Non, je veux. Le mec, il faisait une tête et demie de plus que lui, préparé comme pas possible. Et j'ai fait une erreur, j'ai accepté. Mais jamais, plus jamais, je laisse un élève
accepté entre guillemets à ma place parce que c'est une grosse erreur. Et ça, c'est une erreur, je me rappellerai toute ma vie. Et parce qu'il y avait la pression de tous les copains, oh non, il veut le faire, tu vois. Je comprends, je connais Bagarreur en ça. plus, un grand respect à lui parce que c'est un bagarreur. Ouais, Et puis finalement, il s'est fait avoir. Il a fait un combat, mais il s'est fait avoir. ouais, c'est clair. Après, s'il était prêt, c'est une autre chose, ça fait partie du jeu. Mais s'il n'a pas payé le prix, ça sert à rien. Bah Mais déjà, il n'est pas au poids, donc pour moi, il n'a pas déjà fait les choses correctement. Parce que je lui ai dit 1 mois et demi, et puis le jour où il est arrivé, il était quasiment au même poids que quand je lui ai dit. Mais ça, je lui en veux pas du tout, je veux dire, ça arrive. Je m'en veux à moi, parce que ouais, c'est moi qui aurais dû trancher. ouais. Je pense que ça, c'est des fois les erreurs qu'on fait. C'est vraiment de laisser l'élève avec l'émotion prendre une décision. Tu Exactement. vois? Et ça, c'est un exemple. Moi, dans le passé, j'ai mis un élève, ça fait longtemps, avec un combattant qui, le niveau n'était pas pareil. Il avait beaucoup plus d'expérience Ouais, et tout ça, mais lui, il voulait aussi, il savait que c'était un guerrier. Pour finir l'émotion, on a parlé plus fort, ok, on y va. ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, c'est ce qui Et m'arrive. franchement, si c'était moi dans la cage, j'étais tranquille à la fin. Mais comme c'est lui, et c'est moi qui devais dire non, on va pas le faire. Exactement. Tu vois, à la fin, j'étais pas bien Bah, dans c'est ma le, tête, tu c'est le vois. même sentiment que j'ai Tu eu, vois, moi. donc ouais, ça c'est. Exactement. Et après, moi, je me suis beaucoup envolé. Il y a rien eu de grave, il a pas eu de. Et puis, un grand respect à lui, parce que vraiment, il est. Voilà. En plus, je savais, mais n'importe qui va aller. Mhm. Mais moi, après, avec le recul, je me dis, ça, c'est vraiment une erreur de débutant et ça n'arrivera plus. Ouais, Parce qu'il y avait tous les copains en plus. Non, ils veulent faire et tout. Puis ouais. moi, j'étais en plus en train d'organiser l'Open Cage. J'étais là, 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 là. Après, je disais, ah, vas-y, c'est bon. Et en parlant de Open Cage, donc déjà, félicitations pour toi et pour toute l'équipe. Faut que ça aide vraiment le développement des MMA genevois, mais toute la Suisse et la France aussi qui viennent, si je ne dis pas de bêtises. Donc, mais c'est cool pour les clubs d'ici. Déjà, on n'a pas besoin d'aller loin. Ouais, Et est-ce que, mais pour l'instant, vous n'avez fait qu'en amateur. c'est ça. Est-ce que vous pensez à bientôt, peut-être 2025 ou plus tard, de faire un gala pro Ouais. Alors, donc l'Open Chase, ouais, comme tu as dit, c'est un succès. On en a fait, là, tu es venu pour le septième. C'était le septième qu'on fait déjà depuis, ça va faire 2 ans. Donc voilà, c'est tout Karl Emery qui finance. Et c'est son projet. Moi, j'ai juste pris la relève et puis je m'occupe de tout ce qui est management. Maintenant, je gère en fait. Je m'occupe de fournir le staff. C'est tout des gens de Gamma, mes élèves. Et puis ensuite, je m'occupe de tout ce qui est la carte, matchmaking, etc. Donc voilà, c'est vraiment un succès amateur. C'est vraiment, on ne pensait pas, on a commencé avec 10 combats. Au début, on a même mis du grappling parce qu'on n'avait pas trop à booker, etc. Le dernier, 40 combats, on a booké amateur. Ouais, 20, alors, aux alentours de 25 MMA, 15, en box 15 style? kickboxing. Les Ouais. deux. Parti démarrer à 10 h du matin, terminer à 15-16 heures, pas d'incident. Donc voilà, on fournit tout, comme tu as vu, le staff. Je le vais te poser médecin. une question assez drôle. Je connais un peu la réponse, je ne sais pas si tu vas le dire ou pas. Mm. Comme dans le passé, j'ai organisé beaucoup le shoto en Suisse. Mm. J'ai fait aussi le. Il y avait à Neuchâtel aussi, non? On a fait. Ouais. Je travaillais avec Frota. Ouais. Moi, je m'en occupais beaucoup de fight card pour lui-même, même quand c'était à Zurich, à Bâle. Et à Genève après, on a fait Neuchâtel, on Valais aussi, partout. Et je te pose la question, quelle est la plus grande difficulté que tu as pour, pour la fight Matchmaking. card? Voilà. Matchmaking, tu perds des cheveux à chaque fois que tu fais ça. Voilà. Ouais, c'est marrant, des fois, même on discutait par message WhatsApp, etc. Bah, après, c'est comme. En fait, ça représente un petit peu l'être humain et le monde. Il y a vraiment de tout type de coachs différents et puis même de combattants. Mhm. Parce que des fois, c'est le coach qui est pointilleux, qui veut changer à la dernière minute, qui n'est pas sûr, qui veut des infos. Et puis, tu en as d'autres, ça glisse. C'est tout simple. Et puis tu as vraiment tous les types. Puis après, des fois, c'est même pas les coachs. Des fois, les coachs, ils donnent un combattant, mais leur combattant derrière, dernière minute, il veut pas ou il fait pas. La difficulté, c'est vraiment. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire cette fois, à l'inverse des autres fois, vu que là, moi, j'ai géré vraiment de A à Z, j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais toi, tu as vu, j'ai contacté tous les coachs sur les 40 combats et j'ai fait valider tous les combats par chaque coach. J'ai pas pris des gens qui ont le même palmarès, matché, envoyé la carte, et puis maintenant, si vous êtes content, vous venez, si vous n'êtes pas content, vous venez pas. Non, j'ai vraiment insisté parce que par le passé, on a eu fait qu'on n'avait pas confirmé tous les combats.
voilà. Et après, il y a eu des gens, ouais, non, mais voilà, ça a créé des problèmes de dernière minute. Alors que là, j'ai vraiment eu un travail qui est énorme en amont, à l'avance. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai pris du retard sur mon travail, mon premier travail, mais tu t'imagines même pas, parce que j'étais là-dessus. Mais par contre, au moment où j'ai sorti la carte, tu as vu, je l'ai sorti bien à l'avance. Mais alors après, ça a glissé, quoi. J'ai eu 1 ou 2 annulations à la fin. Et puis, pour répondre à ta question, ce qui est difficile, ouais, c'est surtout, ça prend beaucoup de temps. Si tu veux vraiment cadrer la carte à l'avance et puis t'assurer que... Parce qu'après, plus personne ne peut rien dire. J'ai donné les nombres de combattants. J'ai même demandé si jamais le mec il est en MMA, est-ce qu'il n'a pas des combats en boxe thaï, est-ce qu'il n'a pas des combats en anglaise, parce que des fois le mec il te dit, le mec il a 1-0 en MMA mais derrière il a 17 combats en Alors, boxe je vais thaï. aller plus direct dans ma question maintenant. Ouais. Je vais aller profond, on va dire comme ça. Moi, quand je faisais, et je vois encore, et ça, je pense que c'est triste dans le monde des MMA, c'est certains coachs qui justement ils essayaient de jouer comme Oui. ça. Ouais, non, j'ai un gars, c'est un débutant, il n'a jamais fait de MMA. Aujourd'hui, on peut trouver des informations. C'est ça. Et c'est Avant, en plus, c'est pas. Ouais. Déjà, si c'est quelqu'un de Genève, on va dire comme ça, c'est encore plus facile, même si on ne trouve pas l'information et les connaissances. Mais c'est pas que de Genève, c'est partout. Et puis le gars il dit, ouais, non, j'ai mon élève qui c'est son premier combat MMA, mais le gars il est ceinture noire du JB, ceinture marron du JB. C'est un gars qui a déjà 25 combats en boxe thaï. Exactement. Et ça me fatiguait. Franchement, tu vois, En c'est fait, dommage. je pense que ces gens-là, ils voient vraiment pas à moyen terme ou à long terme. Ils voient vraiment l'instant présent, ils veulent avoir un résultat. Et en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, ah super, maître, ah mon gars, il a gagné, je suis content, j'en vois sur tous les réseaux. Mais en fait, c'est un peu petit parce qu'en fait, Là, ça, c'est sûr. ouais, t'es pas. Déjà c'est pas correct pour l'autre parce que c'est dangereux. De nouveau, on fait pas du foot, c'est dangereux. Ouais, Le mec, il arrive avec 15 combats de boxe thaï et puis qu'il tombe contre un mec, ça fait 6 mois qu'il fait du MMA, un an qu'il fait du MMA, ils font 0-0 en MMA, mais que le mec il a 16 combats de boxe thaï, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et c'est là, les accidents qu'il y a en MMA aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des mauvais matchmaking. 80% des accidents, c'est parce qu'il y a des mauvais matchmaking. Si le matchmaking il est bien fait, surtout en amateur avec les gros gants, il n'y a pas de raison qu'il y ait des accidents. Et s'il y a un arbitre compétent, il y a les risques des accidents du sport. Voilà, Voilà. exactement. Une blessure, un genou, voilà, prendre un cocard et tout, mais des risques Non, non, je pense, graves. comme tu as dit, le mot précis pour moi, c'est petit. C'est petit, C'est ouais. trop petit parce que tu vas te tromper toi-même comme coach, qui est mon élève, il a gagné. Tu vas aussi, c'est un mensonge pour ton élève aussi, Ouais, qui a parce qu'il va combattu, croire qu'il est trop fort. tu vois. Mm. Et là, on oublie vraiment la mentalité martiale. C'est ça le podcast. Exactement. Tu vois, il y a aussi un autre gars qui est en face. Souvent, les amateurs, c'est les jeunes qui ont un rêve, qui veulent démarrer quelque chose. Tu pourras le dégoûter aussi, donc c'est pas cool. Et franchement, ça, c'était le plus difficile pour moi. Ouais, Ça c'est m'énervait et tout. Je disais, Et puis souvent, voilà, tu le vois après le jour J, quoi. Tu es sur le fait accompli, tu te rends compte qu'il y a un décalage, puis tu es là, mais attends, mais c'est pas du tout ce que le mec m'a rendu. Donc maintenant, moi, ce que je fais, tu as vu sur les formulaires d'inscription, je demande. Et même pour l'événement, c'est clair que des fois, tu vois, je prends un exemple, le Quarters Night. Tu as Ouais. des gars qui ont participé. Donc, l'organisateur, c'est un élève à moi du JB. Super C'est mon, événement. voilà, d'ailleurs. c'est mon Super. préparateur physique quand je fais le physique, quand je fais la musique. Et puis, je donnais un coup de main, je discutais et tout, je donnais des idées et tout. Je dis, écoute, le plus important, c'est que tu fasses des combats équilibrés. C'est ça qui va faire la différence dans ton événement. Le public, il va voir. Après, des fois, il y a des blessures à des minutes, tu dois t'adapter, mais ça, c'est une autre chose. Mais déjà, à la base, si tu pars avec des combats équilibrés, tu vois, le public, il veut voir ça. Même, C'est là qu'il va y avoir vraiment du. tu vois, c'est là que tu vas voir le combat, tu sais pas qui va gagner. Le premier round, ok, c'est fini, il a gagné, mais encore le deuxième, peut-être ça change, le troisième. Ça bouleverse, pareil, voilà, perd le premier, mais gagne voilà, le deuxième. je gagne donne, le troisième. je donne un Ouais. exemple, par exemple, de le jeune qui est chez moi, Loïc. Il est tombé contre un autre jeune aussi qui était. Quand il m'a proposé, du coup, vas-y, mets les deux. Ça a fait une belle guerre. Oui, c'est le jeune de Cluse et même. Voilà. Et Loïc, il a gagné le premier. Mais il a bien commencé, mais il a gagné. Le deuxième, il a perdu. Donc, il y avait le troisième round. Donc, voilà, on va voir qu'est-ce qu'il a gagné le troisième, mais c'est pas non plus. Tu vois. C'était Et sûr, c'était le public, il est là, il sait pas. Tu vois, c'est ça que les gens. C'était un Tu des vois. plus beaux combats de la soirée. Tu vois, c'est ça que les gens vont. C'est ça qui va faire. Donc, imagine, tu mets 10 combats, on va dire
2 qui finissent vite parce que voilà, une main pour rentrer aussi, c'est fini, une clique pour passer. Mais 8 combats qui sont comme ça, les gens ne savent pas qui va gagner jusqu'à la fin. Ouais. C'est ça qui va faire une différence aussi pour un événement. Alors du coup, j'ai une question moi aussi parce que qu'est-ce que tu penses, toi, Anderson? Mhm. Parce que dernièrement, moi, les événements et les galas que j'ai vus, il y avait des amateurs et des pros. Mhm. J'ai trouvé beaucoup plus intéressant les combats des amateurs, justement parce qu'il y avait une carte qui était équilibrée, et puis justement parce qu'ils avaient faim, et puis parce que Mhm. c'était beau à voir, que souvent les combats pros. Dernièrement, moi j'ai vu des galas pros, j'étais choqué. Ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. J'ai dit, c'est pas Pour moi, ça possible. s'explique facilement. Les amateurs, ils calculent moins. Ouais, Ils ont faim, ils vont, ouais. tu vois, et c'est Et puis sûr, le c'est sûr. matchmaking, il est Ça ne veut pas aussi dire que ça va plus. pas, le niveau technique, certains amateurs, ok, mais la plupart, on ne peut pas comparer avec les pros. Non, bien sûr, bien sûr. Mais juste l'envie de tout lâcher dans la cage, ça fait la différence. Ouais. C'est sûr. C'est sûr que les gens voient le combat et disent, ah, tu vois, et en plus, Et je trouve que des fois les si, matchmaking, ils sont plus équilibrés aussi. tu vois, si tu vois pas le public, souvent, le public de MMA, la plupart, c'est des gens qui ont un peu de connaissances quand même. Mm. Mais si tu prends une partie qui ne connaît rien, ils vont voir un combat que ça part debout au sol, et c'est pas qui est en train de gagner. C'est ça qui va attirer les gens. Ouais. Spectacle. Voilà, Mm. techniquement, pour ceux qui les coachent, les autres combattants, on va voir que peut-être c'est pas top. Mm. Mais pour le public, on ne sait pas, Tu tu veux des vois. scrambles, ça se lève, ça va au sol, ça se Ah oui, relève. oui, Ouais, je donne un exemple. Bon, je parlais encore une fois, Loïc, je suis Mm. parti avec lui en Algérie. Franchement, ça Ouais, il a combattu aussi, c'était un truc, c'était le UFC en Algérie. ouais, Je j'ai ne veux vu. pas comparer l'organisation, J'ai vu mais des vidéos, c'était dingue. il y avait 11 000 Ouais, personnes dans j'ai la vu, c'était salle. dingue. Il a combattu contre un jeune local. On rentre dans la cage, les gens hurlaient, sifflaient et tout. Incroyable. Et comme il a tout lâché, ils ont considéré le meilleur combat, ils ont donné la coupe. Et puis, J'ai entendu parler de ce à la combat, fin du ouais. combat, le public algérien commençait à crier Lorik. Incroyable. Tu vois, parce que c'était même mieux que certains pros parce que eux, ils vont, Et ça, tu vois, ça ils en vont. tant que, même en tant que coach, c'est un bon moment pour toi. Ah oui, ça c'est sûr, C'est ça un c'est bon sûr. moment. Parce que ça. Du coup, pour répondre à ta question, je pense que c'est ça. Parce que, aussi une autre chose, c'est que le niveau amateur d'aujourd'hui, c'est pas le niveau des 5-10 ans en arrière. Aujourd'hui, ça fait plaisir à voir. Voilà, Ouais, si tu vois, c'est des bagarres, ils calculent moins, mais il y a ouais, beaucoup de techniques ouais. quand même. Tu vois, certains amateurs voilà, c'est presque des pros. Ah ouais, Mais ils ouais. vont calculer moins et ça va faire plus de spectacles. Je pense que Tu vois, aujourd'hui, c'est ça. ouais, par rapport à ça, souvent on me dit, ah, mais moi j'ai déjà fait 6 combats, j'ai ça. Tu sais, des fois j'entends, ouais, faire les ceintures pour 6 fêtes. Non, aujourd'hui, le niveau amateur, il est tellement élevé. Ah oui, c'est Tu sûr. arrives en pro, si tu n'as pas une quinzaine de combats au moins. Enfin, après, oui, tu peux aller en Suisse, tu as vu, on peut passer en pro comme ça, hein. Mhm, C'est pas comme en France, hein. mhm. D'ailleurs, il y a des Français qui viennent passer en pro chez nous pour repartir en France. Donc c'est connu que c'est facile. Mais c'est pas le but, parce que le niveau il est tellement élevé. Tu vas tomber contre des pros, imaginons, qui ont des 15-20 combats d'amateurs. Il faut être préparé, hein. Ouais, Faut être pressé. en parlant de ça, de France, Suisse, là, ça commence à démarrer un peu plus. Euh, le travail de la Fédération suisse, qui est affiliée à l'IMAF, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Si tu connais déjà, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire pour que ça aide la Suisse à monter le niveau? Alors moi, je me rends pas trop compte du travail qu'ils font. Alors après, j'ai pas non plus été regarder spécifiquement et puis me renseigner même directement sur le site ou même les appeler ou quoi que ce soit, mais je vois pas vraiment quelque chose, on va dire, qui saute aux yeux. Mhm, Typiquement, pour prendre un exemple, l'Open Cage, pour revenir à Karl, qui l'a fondé, qui l'a créé, qui le finance, euh, bah, c'est toute sa poche, ou de la poche de ses clubs, quoi. mhm, Mais il y a un budget derrière, parce que, voilà, staff médical, louer la salle, enfin tout ça, ça coûte de l'argent. mhm. Nettoyage après, etc. Enfin bref. Et du coup, moi, je me dis que c'est dommage qu'on ne voit pas ce genre de choses déjà faites par les fédérations ou pour mettre en avant. Parce que nous, au final, ce qu'on fait, c'est ça. C'est donner, vu qu'on fait tout gratuitement, donc nous, on ne gagne rien, on met en avant les jeunes et on essaye de leur donner un bagage justement pour le jour où ils passent pro. Ils aient déjà leur combat Ouais, c'est amateur. très important Tu l'expérience. vois, à Genève, tu disais c'est bien parce qu'on a ici. D'ailleurs, je te remercie pour ça, mais tu dis que c'est bien qu'on a ici. Bah oui, parce que tu pars à Bâle. Moi, je vais à Bâle, à Swiss Contenders. Super organisation. Mais c'est tout de suite 100 balles d'essence,
plus, bon, la pesée est le même jour, donc il n'y a pas besoin de dormir là-bas, mais plus manger un truc et machin et tout, c'est tout de suite Ouais, un budget. un budget. Les gens, ils veulent venir, c'est 20 balles, les combattants, ils ne combattent pas, ils ne payent pas, pardon. Donc, je pense qu'ils pourraient travailler un peu plus là-dessus. Après, je ne vais pas critiquer parce que je ne me suis pas renseigné non plus. Mm. Et puis, ouais. Je pense qu'ils devraient donner plus de... Moi, je soutiens toutes les fédérations. Par exemple, je donne un exemple. J'ai des clubs affiliés, moi, en France, du JB. Et je m'entends très bien avec le président de la fédération française, du JB. Ils font super travail. Pour moi, c'est la meilleure fédération en Europe, au niveau du brésilien. Et puis, quand ils ont démarré, mes élèves de ce club, ils ont posé la question, professeur, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, affiliez-vous tous, on va faire confiance, on va voir. Si c'est pas bon, après Voilà. On le fait une fois, puis après on se Voilà. retire. Et puis au début, c'était pas terrible, mais c'est normal. Au début, voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ils ont fait un énorme travail. Moi, de mon côté, pour la Fédération suisse, je pense la même chose. Par exemple, l'année passée, j'ai envoyé un jeune, Loïc, au championnat, c'est quoi, championnat du monde en Irlande. J'ai payé les 250 francs, que c'est pour la cotisation du club. C'est tout à fait normal pour moi. Il avait payé aussi pour pouvoir intégrer la fédération, pour faire la compétition. Tout Mais ça, donc avant de faire la compétition, il a dû payer tout ça. voilà, il a dû payer. Mais sur place, il n'y avait pas de coach de l'équipe Ah, suisse. Il était ok. tout seul avec son père. Moi, je n'ai pas pu l'accompagner. Ouais. Et puis, normalement, il devait aussi avoir les habits. Il n'a pas reçu. Normalement, après, j'ai discuté avec la dame. Elle a dit que c'était un peu mal tendu. Mais bon, voilà. Donc, et j'ai entendu aussi de certaines coachs de la dernière Open Cage qui sont venus se prendre un peu vers moi. Et moi, j'écoute. Si vous voulez faire quelque chose, moi, je soutiens. Je ne veux pas mettre devant, je dis un million de choses. Mais voilà, je pense que la première chose, c'est de créer des événements comme ça. Comme voilà, il y a chez toi, il y a à Bâle, je n'ai jamais participé, mais tout le monde dit que c'était bien C'est très bien, ouais, organisé. c'est très bien. Ouais. Comme il y avait avant, c'était même pas Zurich, Le Rise, à le Zurich, Rise, moi j'ai fait voilà. ça aussi, ouais, on a fait Voilà. ça. Et comme longtemps en arrière, il y avait le château quand Le je château faisais à avec eux. l'époque, ouais. Donc, je pense que ça, c'est le premier pas. Et après, voilà, il faut qu'ils s'organisent pour, voilà. On a de potentiel, je pense qu'on peut avoir des bons athlètes pour les championnats d'Europe, championnats du monde. Bien sûr. Mais voilà, mais peut-être c'est le début aussi. Après, il faudrait Donc, aussi faut voir. peut-être, ouais, c'est aussi une idée que potentiellement les clubs justement qui sont ici dans la région, qui sont à Genève en tout cas, pouvoir travailler ensemble aussi pour peut-être faire quelque chose. C'est parce que si finalement il n'y a pas grand-chose des fédérations, il va falloir qu'on le fasse nous. Parce que ouais, bah, nous on voit pas. Si tu me dis qu'en plus c'est les participants qui doivent payer en plus pour Ah, le faire, c'est- non, ouais. normalement c'est eux qui devraient. Je sais pas comment ils marchent, s'ils ont des subventions, je sais pas comment ça Je ne sais fonctionne. pas non plus. Je sais qu'il est là et il va voir aussi, comme je te disais tout à l'heure, ils ont envoyer une lettre pour convoquer les clubs pour une réunion, pour voir pour les prochaines pas, on va dire comme ça. Je ne sais pas trop non plus. Mais je sais qu'il y a 250 francs pour des cotisations annuelles de club. L'athlète, je crois, 90. Et je pense même le coach doit payer son franc pour être Non. affilié. Et si tu passes pas par là, tu ne peux pas envoyer les athlètes au championnat du monde, championnat d'Europe, IMAF. Ça, c'est sûr, je Et pense. après, il y a quoi, des présélections ou c'est comment? Là, je pense qu'ils vont commencer à organiser, ils vont commencer à expliquer. Je ne sais pas trop non plus. Ouais, ok. Du coup, comme j'ai dit, jusqu'à présent, pour moi, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais maintenant, peut-être c'est là, ils sont mieux organisés, ça va démarrer, Ouais, je ne sais pas. ça va Faut peut-être voir. se développer, ouais, c'est aussi assez récent. Ouais, c'est clair. Et sinon, Alexis, pour toi, qui était ou qui est le meilleur combattant d'MMA de Genève? De Genève. Genève. Pas besoin d'être un Genevois, ça peut être un Français, un Brésilien, jusqu'à présent. On va dire trois. Trois personnes, vas-y. Trois combattants De MMA. d'MMA. Bah, ton élève déjà, hein, Saïd, hein, c'est sûr que au niveau palmarès et puis par rapport à tout ce qu'il a fait, je pense qu'il est clairement dans la liste. Hein. Quand je te pose la question, c'est plutôt les gens qui ont démarré le MMA à Genève, après qui sont partis, qui ont fait des camps, voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie de combattant, mais qui sont formés à Genève, on va dire comme ça. Ouais, par exemple, tu as reçu Igor Araújo, c'est pas ça, parce que lui, il vient du Brésil, parce que lui, c'est vraiment le top aussi. Oui, mais non, mais je pense qu'on peut, Oui, on peut le mettre clairement. aussi, parce que malgré ça, Clairement, il était Igor déjà ceinture noire, il a fait des combats au Brésil, mais il était là pendant sa Ah oui, préparation, alors toute si, sa carrière. si il compte, même Ouais. si. Alors clairement, Araújo, je le mettrais comme premier, ouais. Mhm. Ouais, je pense. Saïd, moi je pense parce qu'il est encore actif et puis il a combattu pour la ceinture. Il a eu la ceinture du Brève ou il a combattu pour la ceinture du Brève? Il a eu, après ils ont enlevé, il y a eu une polémique avec l'autre combattant, Ouais, comment il y il est avait, touché derrière, après ils ont refait le combat, il a perdu ce combat, donc c'était un peu... Mais là, peut-être qu'il va refaire bientôt, encore, pour la ceinture.
Ouais, franchement, il a un super parcours, quoi. Il a vraiment un beau parcours et puis clairement, il est dans la liste, ouais. Et puis comme troisième, je sais pas qui c'est que je pourrais mettre comme troisième. En professionnel de Genève. Hmm. Je vois pas comme ça. Donc on reste sur les deux là. Ouais. C'est pas grave. Mais là, il va y en avoir beaucoup bientôt. Les jeunes, ils promettent. Ouais, je Promettent. pense aussi. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu en penses par rapport au doping en MMA? Bah, le doping en MMA, je pense que c'est vrai. Je pense que Je pourrais dire le c'est sport assez des combats, triste. mais on va rester sur C'est le très, très, MMA. c'est vrai. Enfin, moi, je pense que le doping dans le MMA ou dans les sports de combat en général, c'est un fléau pour deux raisons. La première, c'est parce que on revient toujours au fait que c'est un sport qui peut engendrer des accidents graves. Et Mhm. donc, du moment où il y a un doping, c'est qu'il y a une vraie tricherie et puis qu'il y a vraiment une grande différence athlétique entre la personne qui est sous-produit et la personne qui est normale. Donc, c'est triste dans le sport en général, mais c'est dangereux dans notre sport. Ça peut Mhm. être dangereux. Quand on voit certains gars qui sont chargés comme des mules et puis une autre personne qui s'est juste entraînée, bah, Et dans les galas que tu organises, que tu vas aussi, on va parler que de la Suisse. Donc aujourd'hui, il y a eu Valais la semaine passée, ouais, Martini, à ouais. Ouais. Martigny, il y a Bâle, il y a ton gala. Est-ce que tu vois, comme c'est des amateurs, on n'a pas de contrôle, est-ce que tu vois les gens Ouais. que on peut jamais être sûr, Ouais. mais est-ce que tu vois les gens que, voilà, Ouais. qui potentiellement sont les utiliser? Moi, je pense que c'est exactement ça. C'est, dans le circuit amateur, c'est encore beaucoup plus triste en fait. C'est comme le coaching à l'extrême. Mais tu En- vois, ça Tu le existe. vois, oui, ça existe. Ouais. Pour moi, ça existe. Tu vois quelqu'un qui est un peu chargé, tu le vois. Après, moi, j'ai déjà eu le cas dans mon club où il y avait un mec qui était clairement chargé. Il m'a dit, je veux combattre, etc. Et puis, puis finalement, ça s'est jamais fait, hein. Ce gars, il a fait peut-être quelques mois, tu vois. Mhm. Mais il m'a demandé quand même. Il m'a dit, ouais, tu penses qu'il contrôle? Le mec, ça se voit qu'il était chargé comme une mule. Mais vraiment, hein. Et ça s'est jamais fait. Mais tu le vois. Et puis, et puis, je pense que pour le circuit amateur, c'est encore plus triste. Parce qu'au final, tu te fais du mal pour la santé, tu vas pas gagner un centime. Donc, à la limite, voilà, tu te dopes, tu vas à l'UFC, tu vas prendre 500 000 balles ou 40 000 balles, ou 100, tu vas pour Si nourrir t'es ta pas famille. contrôlé, Voilà. ça dépend non plus. Ouais, c'est ça, si t'es pas Mhm. contrôlé, mais bon, tu te dis, bon, bah voilà, tu prends un risque, tu fais. Mais dans les circuits amateurs, comme je répète, mais comme pareil pour les coatings, les gens qui font des coatings à l'extrême pour les circuits amateurs, c'est triste. Ok. C'est triste. Mais ça arrive, ouais, c'est clair. Ok, Tu le vois. donc tu le vois. Ouais, je Ok. pense que tu le vois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contrôle antidopage? Et ça, c'est pour les deux, hein. Enfin, c'est une question qui Ça moi je coûte trop pose. cher. Très cher, Ouais, ouais, exactement. c'est ça que Ça, j'allais c'est dire. déjà la première C'est par question. rapport au coût. Ouais, Ouais. très très cher. Ça coûte trop cher. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment dommage. Ouais. Parce que Là, je travaille avec la fédération suisse de judo et jiu-jitsu. Je suis le coach pour Newaza. Et il y a un bon travail de contrôle. Mais même eux, ils ont de la peine parce que c'est beaucoup d'argent. Tu vois, il y Ouais, et a pourtant, des, c'est puissant déjà. Comme, voilà, ouais, tu vois, c'est j'ai des pas. athlètes de l'équipe suisse qui se font contrôler chez eux, voilà, qui font encore dans les événements chez eux. d'accord. Mais là, j'étais en Grèce pour le championnat du monde le mois passé, des Waza, et j'ai participé à une réunion justement pour ça. Ils expliquaient, c'est trop cher. Je ne dis pas de bêtises, c'est minimum 1500 balles par athlète. Par athlète. Voilà. Ok. Donc tu Ouais, imagines, tu prends toutes les Non, non, ça catégories, se comprend. tu Ça se dois comprend. faire tout ça. il te faut un laborantin, une personne qui est agréée Voilà. par qui puisse. Ouais, Ouais, mais ouais. après, ça permet quand même des abus. Et le pire, C'est incroyable. c'est que c'est pour ça qu'on voit beaucoup, on voit même l'UFC, on voit des athlètes du coude. C'est sûr qu'il est chargé. Comment il n'était jamais contrôlé, comment il n'était jamais attrapé par. Ouais, Parce que malheureusement, la science doping, elle est toujours pas d'avance sur la science de ouais. anti-doping, de contrôle. Toujours en retard, ouais. Toujours en retard. C'est toujours On se le rend chat pas. et le souris. Certains pays, et ça fait partie presque de la politique de certains pays. Donc on voit, voilà, je dis peut-être un truc, on voit que la Russie elle était bannie Ah, de. clairement, Voilà, voilà. c'est connu, Tu quoi. vois, voilà, donc certains pays, ça, tu vois, Plus culturel, peut-être, ouais. voilà, ça se développe et puis le contrôle est toujours un pas derrière. Donc sont en retard. Puis même quand ils sortent, c'est comme un peu comme avec les drogues, dès qu'ils sortent une nouvelle molécule, le temps
que la molécule, que elle les soit, recherches, elle soit bannie et puis elle soit vraiment notée comme interdite, bah, il faut du temps. Les gens ils continuent jusqu'au moment où c'est marqué interdit. Et puis après, ouais, comme il dit, tu es toujours en retard. Il y a toujours des nouvelles techniques, j'imagine. Ouais, ils sont toujours des nouvelles solutions ouais, qu'ils ouais, apportent. c'est clair, non, C'est un business aussi, c'est un flou qu'il y a derrière aussi. Ah, ça c'est sûr. Ça, C'est c'est beaucoup de sûr. gens, les laborantins, etc., les laboratoires qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Ah, puis il y a des médecins qui font beaucoup d'argent avec ça. Bien sûr, parce qu'il faut crier ces molécules. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, effectivement, dans certains pays, le doping, c'est pas malheureusement. terrible. Ouais, je profite pour. Au Brésil, par exemple, ça arrive souvent, il y en a beaucoup, mais des fois, les gens, ils ont une mauvaise idée. Chez nous, c'est quelque chose qui est très, très mal vu au Brésil. Et c'est considéré comme du trafic. Les gens qui vendent tout ça, ils peuvent aller en prison à cause de ça. C'est comme de la drogue. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis, malgré tout ça, il y en a beaucoup qui prennent. Mais c'est pas. Parce qu'une fois, j'ai discuté avec un athlète, l'équipe suisse, elle m'a dit: ah, mais au Brésil, tu vas à la pharmacie, tu achètes. Jamais de la vie. Si tu peux, mais si c'est dans une mauvaise pharmacie, qui a un marché noir. Ouais, un marché noir. Mais tu n'arrives pas comme ça, ok, je vais prendre un truc. Non, non, ça va pas. Tu vois, et c'est mal vu par la société aussi. Bien sûr. Mais ça arrive, voilà. Pas, chez nous, c'est pas que dans le sport, c'est aussi pour aller à la plage, pour aller balèze, tu vois. À Copacabana, là. Voilà, voilà, malheureusement. Mais bon. Côté esthétique, bah, il y a beaucoup de doping dans le bodybuilding aussi. Je crois que hein. c'était au Pride qui avait aucun contrôle et que c'était un peu n'importe quoi. Normalement, au Japon, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça, au Normalement, au Japon, il n'y en a juste pas. Si tu vas alors. voir beaucoup des combattants, ils partent dans l'UFC, parce que c'est en Asie. Et puis, tu vois aussi la différence, tu vois. différence. Oui, Ouais, c'est c'est des clair. monstres. Et puis même à l'interne, hein, l'UFC maintenant, l'UFC, ils avaient l'USADA avant, qui était très strict. Et là, je crois qu'ils ont changé. Ils ont pris Ils ont changé l'USADA. à partir de Ils en ont 2025. voilà, et puis il va être beaucoup plus souple, entre guillemets. Pareil, ils sont moins. L'USADA, c'était chaud. Hein. Ouais, Ils mais après, travaillaient en pleine nuit. Hein, ouais, après, tu vois, il y a eu des cas, les gars, ils étaient en train de faire du coaching, tu vois, dans la récupération aussi, ils partent taper à la porte à 4 heures du matin. Oui, il y a eu des trucs de fou. Ouais, Ouais. tu vois, ça, c'était pas très Le mec, il intelligent, a le quoi. combat le lendemain, le mec, il vient le réveiller à 3 heures du matin. Ouais. Ouais, il y a eu des trucs, Il y a eu des des scandales avec ça. Ok. Et puis sinon, Alexis, quand tu vois tes jeunes aujourd'hui, tes compétiteurs de MMA, si tu dois définir un style, c'est quoi? Ils sont plus strike, grappling, ou MMA moderne, ils font tout. Comment tu vois le jeu de ton équipe, si tu dois définir, voilà. En fait, moi, dans mon équipe, j'ai une team pied-point, Mhm. vraiment qui est pure pied-point, comme Danilo, là, qui passait en classe B il n'y a pas longtemps, et puis quelques-uns. Et lui, il fait des MMA aussi, ce que le Non, boxeur. justement, j'ai vraiment une team pied-point, parce que moi, je donne les cours de boxe thaï avancé Mhm. dans le club de Yamabushi à la Servette. Mhm. Donc déjà, j'ai tous les avancés de pied-point pur. Et après, j'ai mon équipe de MMA à Gama. Mais les deux, on se mélange, ils sont tous des amis, etc. Ils travaillent ensemble. Je dirais que mes compétiteurs de MMA, les jeunes, les plus jeunes, les tout jeunes, ceux qui sont arrivés à 15 ans, eux, ils ont tout. Ils ont tous les styles. Ils sont très polyvalents. Et la génération d'avant, ils sont un peu plus lutte. J'en ai qui viennent de Géorgie, comme Petretza, il avait un bagage en lutte déjà. Il a fait la lutte ici ou là-bas? Il avait fait, je pense, là-bas. En tout cas, ici, il a fait. Là-bas, je crois qu'il a dû faire aussi. J'ai jamais vraiment demandé. Et j'ai pas mal de Géorgiens, ils ont déjà un bagage de lutte. Donc, chez eux, bah, voilà, c'est normal de lutter. Quoi. Et puis, il y en avait certains aussi qui avaient fait à Geneva Lutte, là, aussi. Donc, c'était plus lutte. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est comme je travaille avec Simba, qui est vraiment à fond avec le pied-point. Dès que je vois qu'il y a un combat, si je sais que le mec il est un peu striker, boum, je l'envoie et je dis je veux pas trop te voir à la lutte au MMA, je veux te voir plus en pied-point et j'essaie de balancer. Si je vois qu'il a un peu de retard, tu vois. Ouais, mais je pense que ça c'est une partie très importante du head coach. C'est vraiment d'équilibrer ça. C'est le travail, je pense. Tu vois, ouais. ceux qui sont plus forts au sol, ceux qui sont plus forts debout, ceux qui sont plus forts en lutte. Ouais. Et après aussi, comme tu as dit, par rapport aux stratégies de l'adversaire, du prochain combat. Si j'arrive à voir, parce que des fois c'est difficile, mais comme tu as dit, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est pas comme nous à l'époque, on pouvait rien voir. Si tu n'étais pas un professionnel averti, que tu étais dans les journaux, personne ne te connaissait. Mais là, aujourd'hui, tu te renseignes un petit peu, tu regardes, ils aiment tous poster sur Internet, sur Instagram. Tu vas trouver quelque chose. C'est marrant, même tu vas trouver quelque chose, c'est sûr. Et il y a un prof du JB qui il n'est pas content du tout avec ça. Il dit, je ne comprends pas. Même comme les gars, ils perdent le combat, ils arrivent à faire un light.
Tu vois? C'est incroyable. La préparation dans le vestiaire, tout ça. Ils ne Il montrent y a pas juste la, la fin, tu voilà, vois. et à la fin, le résultat, tu ne vois pas. Mais il y a toute une préparation quand ils préparent Les ventes, les machins, le les kimono. kimonos, les Voilà, machins. quand ils rentrent, ils saluent le gars. Et un petit Euh, truc qu'ils ont fait. Et à la fin, ça coupe. Voilà, et ils pètent un câble. Ils disent, c'est incroyable ça. C'est monde, Ah, c'est c'est pas comme pour ça, moi. ouais. Il y a un Ouais. coach qui dit C'est pour ça. ça que maintenant, cherches, tu trouves toujours un petit truc à te mettre sous la dent. Ouais. Et puis sinon, par rapport, donc comme tu fais, tu organises l'Open Cage, tu tournes un peu partout en Suisse, mais côté Genève, est-ce que tu vois des jeunes qui ont le potentiel, que ce soit dans ton club, le mien, de d'autres clubs actuellement? Comment tu vois un peu? Tu peux dire les noms, peut-être pas. Dire, ah, je sais que chez quelqu'un, je sais pas si par exemple chez toi, il y a un jeune, je ne vais pas parler le nom, dans notre club aussi. Ouais. Donc, Bah, c'est vrai que bah, là, comme je t'ai dit, et tu sais très bien, parce que tu es là depuis le début aussi pour l'Open Cage, on a organisé 7 quand même déjà. je pense que ça, c'est une force. Donc, tu es là, Ouais, tu vois les gars, voilà, tu peux tout, ouais. tu peux déjà analyser. Voilà, lui, il est pas mal, lui, bah, voilà, lui, il a fait un bon progrès de premier, deuxième combat qu'il est venu, tu vois tout. Une fois, j'ai entendu un arbitre de JB, il a dit, j'apprends beaucoup quand j'arbitre. C'est fou, Tu hein. vois, je vois les combats, je passe toute la journée, je regarde, et après, lundi, je suis sur tatami, et je mets en pratique aussi des choses, tu vois. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est ça. Donc, tu organises, donc tu vois tu peux voir le progrès de combattants, de coach aussi, des Ouais. clubs, tu vois Complètement. tout. Tu vois aussi évoluer le. Des fois, c'est marrant parce que tu as eu il est venu à l'Open Cage 1 il y a 2 ans en arrière, il est revenu maintenant, il a pris du poids, Mhm. tu vois, tu sens qu'il est Il y a la progressivement, maturité, tout la ça. maturité, etc. Non, clairement, il y a quand même des clubs qui se démarquent sur Genève, Mhm. hein. Et puis, tu vois certains clubs qui ont vraiment un bon vivier de jeunes, en fait. Et Mhm. moi, je crois beaucoup là-dessus, les jeunes. Et puis, et puis qui sont tout le temps à venir à l'Open Cage. C'est pas parce qu'on est l'Open Cage, c'est Mhm. parce qu'on propose quelque chose qu'il n'y a pas forcément ici. Mhm. Il faut aller plus loin. Donc si chaque fois ces clubs-là ils ramènent des gens, c'est que déjà il y a quelque chose. Mhm. C'est tout le temps des nouveaux gens, des talents, etc. Il y a clairement bah, les clubs qui se démarquent, le tien, hein, Icon, clairement. Moi je pense que nous on fait du bon boulot, parce que ça fait que 3 ans qu'on est là. On tourne pas mal. Igor Araujo aussi qui envoie souvent, Strike. Et puis Elite aussi, qui a une bonne petite équipe. Elliot, il a une bonne petite équipe de jeunes aussi. Ouais. Et peut-être, tu vois des combattants, des jeunes, comme ça? Moi, j'aime beaucoup Lorik, ton gars là. Mhm. Je l'aime beaucoup parce que, bah, en plus, tu l'avais envoyé au tout début là. Mhm. Je trouve Lui, tu as fait un petit progrès. Moi, je l'adore. Quand il a combattu une fois, après il est venu déjà un petit peu plus dur, on Moi, va je dire l'aime comme beaucoup. ça. Ouais, Ouais. tu vois, c'est dans ces cas-là. Ouais, ouais. Donc, J'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup la maturité qu'il a. Je l'ai vu combattre plusieurs fois parce qu'il est venu 2 fois chez nous, et puis je l'ai vu à l'Arena aussi. mhm. Et bah déjà la maturité qu'il a. Et lui, par contre, je l'ai vu se développer physiquement aussi. On voit qu'il est là. Mais il prend Il est rien. alimentaire. Bah non, Il prend rien. faut pas qu'il prenne. Faut pas qu'il C'est prenne, l'âge. sinon Bah, sinon, bah, tu il va sais, tuer le business. C'est l'âge, c'est l'âge. Lui, c'est l'âge. Bah, Non, il est puis magnifique. ah non, J'aime et puis beaucoup. super maturité. Et puis après, tu vois, Tu peux dire chez toi aussi, hein, pas besoin d'être humble. chez tu moi, peux- chez moi, j'ai un bon petit groupe là, en MMA. J'ai un bon petit groupe là. Celui-là que j'aime bien, Pepe. c'est Blendy. Blend, ouais. Blendy ou Blend, Blend. ouais. Et il est bien Il aussi. s'est entraîné un peu avec toi aussi. Il a fait un ouais. peu de JB, mais il a du talent au sol aussi. Il est Il a venu du sur talent. ouais, c'est bien aussi. Là, il a fait. Et puis, il a un bon état d'esprit, tu sais. Il est. En fait, tu sais comme moi, mais les gens qui prennent du plaisir, Mhm. comment ils ont la marge de progression qu'ils ont. Blend, il est tout le temps, il a les yeux qui brillent, il a envie d'apprendre. Là, il a fait Berne et IBG et le Jiu-Jitsu ce week-end. Mhm. Il a gagné 4 combats. 4 Cool. combats, 4 combats. Après, il était à Rome, il a fait 2 combats d'affilée en MMA dur. Il a une grande marge de progression. Son pote qui est là depuis le début aussi, je les ai eu à 15 ans. Milot aussi, petit Albanais là, très très fort aussi. Petré, Ndrit, ouais, j'ai une bonne petite équipe qui s'est formée là. C'est le noyau. Puis après, il y en a plein autour qui vont arriver. Ouais. Et puis, non, il y a du potentiel à Genève. Il y a vraiment du potentiel. Et je pense que si on continue à proposer des choses comme ça, des podcasts, des open cage, des échanges comme on a fait aussi, les gars ils sont venus tourner chez toi. D'ailleurs, c'était très cool. Je C'est vous trop cool. félicite. Bah, c'est trop bien. C'était très cool. C'est Ouais, génial. c'était cool parce qu'ils ils ont tous à peu près le même poids.
En plus, tu vois, et c'est des jeunes, c'était super. C'est Et ils se génial. connaissent un peu, ils se voient dans les soirées, Ouais, dans les voilà, événements. exactement. Ouais. Puis c'est Ouais. un bon partage. Mm. Je pense qu'on a un bon vivier pour aller faire du bruit à l'extérieur. C'est plutôt cool. Ok, nickel. Et Donc, comment est-ce que tu vois l'avenir de l'MMA en Suisse? Ben, ça serait quoi, ben, à ton avis, le monde idéal? Enfin, ben, Ouais. qu'est-ce qui manque dans les MMA pour que ça se développe encore? Moi, je vois un futur très, très, très brillant, on va dire, pour le MMA à Genève. Ce qui manque maintenant, c'est plus d'événements et il manque des fonds. Il Ouais, manque, d'ailleurs, j'en ouais, profite aussi pour féliciter Mohamed qui a organisé le Warriors Night. complètement. C'était vraiment un boulot de fou. J'ai eu l'opportunité de l'interviewer et je sais pas si tu as l'opportunité de voir, mais franchement, bah, le gars il a vraiment beaucoup bossé. Enfin, Ouais, il ouais. s'est débrouillé, dépatouillé. Et bah, tel que vous disiez tout à l'heure, donc pour lui le plus complexe, c'était le matchmaker. C'était effectivement là où effectivement il a eu plus Il a de galéré problèmes. plus, ouais. Sinon, Non, c'est clair. il faut vraiment en enlever le chapeau parce qu'à Genève, je n'ai pas vu un événement aussi important que celui-là actuellement. Alors moi, Peut-être vous allez me moi, corriger, mais non, moi je te rejoins complètement pour avoir fait ces 2 dernières années beaucoup d'événements amateurs. Et c'est la première fois que mes compétiteurs amateurs, ils ont été reçus comme chez Mohamed, chez Momo. L'encadrement, comment ils ont été reçus, le fait de se confronter à presque un niveau, enfin un événement professionnel. Il n'a pas l'ambiance, fait il voilà, n'a pas fait des grosses de différences. mélange quasiment entre les pros et les amateurs. il commence déjà à prendre un peu l'ambiance professionnelle. Mais c'est Et ça ça. prend beaucoup d'expérience. Moi, j'étais avec Petré qui a combattu, qui a gagné son combat là-bas, mon élève, Petré. On était derrière le rideau et la salle, elle était bondée et tout. Il y avait une ambiance. Et tu vois, le fait de rester pendant. On est resté quand même 15 bonnes minutes, tu vois, derrière le Mhm. rideau et ça. Tu vois, cette pression-là, Mhm. c'est un truc que plus tard, si tu passes en pro, tu Ah, fais c'est des sûr. tu auras déjà ça, tu auras Ah, ouais, c'est connu. sûr. C'est pour ça que j'ai dit, quand genre, je pense que c'est pareil. Après chaque événement, on a un petit briefing avec les compétiteurs, les combattants. J'ai dit la même chose à Loïc quand on était en Algérie, là. Ah ouais, mais là, ça J'ai- devait être C'est un truc incroyable. de fou. 11 000 personnes. Saïd m'avait dit, non, quand tu vas voir, j'ai dit, 11 000, arrête, c'est pas vrai ça, ils ne sont pas au Brésil. Mm. Et tu vois, et quand tu rentres dans une ambiance comme ça fait ça fait une marge de Ah, mais c'est progrès fou. de fou. Et puis je pense aussi, comme tu as dit, on est sur une bonne vague, une bonne génération des combattants. Moi, toi, tu es plus dans le circuit euh, comme organisateur que moi. Donc, je ne connais pas tous les noms, mais je sais que dans tous ces clubs qui t'as cités, c'est vrai que peut-être qu'on a oublié aussi, je ne sais Oui, pas. oui, ben, il y en a toujours Mais d'autres, je bien sûr. pense que c'est vrai qu'il y a une bonne génération là qui est en train d'arriver, Je une pense bonne aussi, ouais. vague. Mm. Et je pense qu'on voilà, on pourra faire quelque chose de bien. Voilà. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Après, voilà, si on peut faire des choses de temps en temps en commun et tout, je pense que c'est bien aussi pour faire avancer le sport. Et puis, ouais, je pense que c'est une bonne chose. Mais en tout cas, il y a du potentiel, c'est sûr. Mm, mm, mm. C'est sûr. Ouais, ouais. Il manque juste plus de soutien. Ouais, voilà, exactement. Si on pourrait avoir un peu de soutien, ça serait pas mal. Parce que comme je le répéterai jamais assez, l'open cage, ça a un coût. Ah oui. Et puis ça a un coût. Je ne Et vais je pas pense que rentrer ça, dans c'est les un détails, problème. Je pense mais que ça, ça c'est un coûte. problème général du sport des Ouais. combats. Et Voilà. puis voilà, on en propose 3 4 par année, et puis c'est tout financé par Karl Emery. Et puis voilà, derrière, on ne s'est pas amorti, donc on aimerait que ça dure, mais voilà. Ouais, c'est clair. Ouais, le calcul, il marche pas. Si Ouais, c'est ça. tu veux équilibrer, c'est négatif, tu vois. C'est vraiment pour développer. Ouais, Il n'y a pas de public, il y a pas, voilà, ouais. Mais c'est comme ça. voilà, moi j'en ai parlé aussi avec lui, et puis l'intention, ça serait de. Parce que je crois que tu m'avais posé la question, je t'ai pas répondu. Ça serait aussi d'organiser des galas plus grands. Peut-être, alors il n'y a rien de prévu, mais peut-être de prendre les gens qui ont bien performé. Typiquement, je sais Mhm, pas moi, tu vois, je prends l'exemple de Lorik parce que c'est ton gars et puis mhm, qu'il est venu 2 fois. mhm, Et puis voilà, proposer quelque chose d'intéressant à mhm. ceux qui ont été fidèles depuis le début et puis C'est qu'on clair. voit qu'ils ont progressé. Puis faire un gros gala, peut-être avec quelques combats pro, vrais pros à la fin. Et puis faire un peu comme il a fait
Mo. Mais dans l'esprit open cage, quoi. Et puis là, bah voilà, là, il y aurait forcément du public, etc. Ce sera dans une salle plus grande et tout. Mais il y a rien de concret pour l'instant. Ok. Donc je profite, vu qu'on a parlé pas mal sur le Warriors Night. Donc bientôt, Momo il va vous annoncer la prochaine édition. Donc soyez connectés. Ça va être mieux que la première. Donc la C'est première sûr. c'était top, et la deuxième ça va être encore mieux. Donc je pense que le soutien, ça doit déjà démarrer par nous. Tu vois, nous les clubs genevois, vu qu'une organisation comme ça, sérieuse à Genève, nous sommes les premiers à soutenir. Et quand je dis soutien, c'est plutôt, par exemple, la dernière fois, j'avais deux combattants. Un, malheureusement, il n'a pas pu combattre à cause de Ouais, blessures sur dernière minute, l'adversaire. je me rappelle. Et Loric, on va imaginer que le prochain, j'ai un seul, peut-être que j'ai zéro, peut-être qu'il n'y a pas d'adversaire, mais il faut continuer à se tenir. Moi, je serai là, je vais dire les gens, allez-y voir, tu vois, je vais pousser les gens, mes élèves, Partager, voilà. exactement. Divulguer, ouais. Tu vois, donc Partager, je pense donner que de la c'est- force, amener des ça, gens le jour voilà, du ça c'est le combat. premier pas, c'est ça qu'on peut dire. Ça ne coûte rien et ça tout le monde peut faire, Exactement. tu vois. Puis au final, ça bénéficie aux jeunes talents d'aujourd'hui. Bien sûr, pour les propriétaires des clubs vont dire, ouais, mais j'ai pas de combattants, mais ça sert à rien que je fasse publicité. C'est plutôt le contraire, parce que ce soit quand il y a un événement du JB et même à Grappling à Genève, c'est sûr que lundi, à tous les clubs, il y a des nouveaux qui arrivent. Tu vois, c'est là les potes qui sont déjà me dire, ah, t'as vu, ils vont amener là-bas. Après l'événement de Momo, franchement, j'ai eu des élèves du JB C'est qui clair. sont venus voir avec des élèves à C'est moi, clair. des gars sur des MMA. Donc, sûr. à la fin, c'est bien pour tout le monde. C'est clair. Tu vois? C'est comme nous pour l'Open Cage, on n'avait pas de public, mais bon, j'ai toujours un photographe. On a toujours, là, on a fait super montage vidéo avec l'équipe aussi de Fight Me. Ils nous ont fait un bon montage. Et du coup, ces genres de petites choses. C'est clair. On a eu Chaos Suisse aussi qui a Mhm. fait une petite vidéo aussi. Et tout ça, ça fait des petites choses. Et C'est du coup, sûr. tu arrives le lundi et puis tu as 4-5 têtes nouvelles. Tu arrives la semaine d'après, tu as encore. Mais c'est ça aussi l'idée de le podcast. Donc, on va parler des arts martiaux, comme j'ai expliqué. Je vais inviter des médecins aussi, des physios. Et puis, le monde qu'on vit aujourd'hui, nous sommes plus attachés, nous sommes plus, on va dire comme ça, serrés par les médias. Avant, tu vois, si tu regardes même Genève, si tu veux organiser un truc, c'est les Monts Bleus ou les Ouais. médias qui existent. C'est Aujourd'hui, compliqué. nous, on a déjà tous nos réseaux sociaux. Et l'idée, c'est ça aussi. Parce que là, la vidéo qu'on fait ce soir, après, tes élèves peuvent partager, Ouais, bah comme oui. il y a eu déjà des autres épisodes. Donc, c'est une opportunité aussi de faire plus de publicité pour le sport. Tu vois. Exactement. Ouais. Même même ceux qui ne sont pas encore invités, partagez. Un jour, Ouais. vous serez là avec nous. Exactement. Avec grand Partager, donner plaisir. de la force et puis faites tourner le plus possible. Ça Ça marche. va très bien. Donc, on arrive vers la fin. Merci beaucoup encore une fois, Alexis, donc, pour le partage. Donc, c'était vraiment cool. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne Chaos Suisse pour suivre les prochains épisodes. Et puis aussi, on était là ce soir, donc avec Ruben, notre journaliste fantôme, qui est toujours là derrière pour poser des questions. Quand vous entendez une petite voix, c'est Ruben qui est là. Petite voix. Juste au bon moment, pile quand tu Voilà, si jamais. Donc, si tu veux laisser un petit message pour Ouais. nous, voilà, pour Bah, déjà, ça a été un grand plaisir d'être là avec vous ce soir. Merci Andersen pour l'invitation. avec grand plaisir. Merci Ruben. Un Et puis plaisir. vraiment bravo pour le travail que tu fais et que vous faites tous les deux. Voilà, Andersen, c'est un ancien, un pilier ici dans le secteur. Un vieux. Un ancien. C'est aussi Un vieux. pilier, C'était l'entraîneur de mon c'est- fils pendant. Et c'est aussi, Ah ouais. et c'est aussi un pilier dans le Et- podcast parce que malgré que je fais toute la partie technique, je mets en ligne, Ouais. j'écris les vignettes, etc. Ouais. Bah, c'est Anderson qui se donne la peine quand même d'interviewer les gens, de vous Et inviter puis, à c'est pas venir. facile. Hein, Lui, il a c'est une sûr. bonne liste d'invités, donc restez Mhm. connectés parce qu'effectivement, Ah, mais vous faites une bonne on a équipe, des c'est bons ça qui est bien. invités, donc on est assez complémentaires. Complémentaire, exactement. Et surtout, on se comprend bien, donc Ouais, c'est top. c'est ce qui fait marcher. Enfin. Ouais, c'est top. Non, puis bravo, et puis voilà, pour mettre en avant les sports de combat, le MMA, donner des opportunités aux jeunes et tout, je pense que c'est génial. Donc bravo pour le boulot et merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être venu.